Fat Man, The Night Before et Violent Night, bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. 3 filmmakers are fighting to keep cinema alive. That's so random. That's so random. Random. Oh my god, I say random all the time. Are you me? Super weird. Le concept est très simple et vous commencez à le connaître. Chacun propose un film qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les 3 films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis toujours avec les mêmes. Seb, bonjour Seb. Ho ho ho, Marjorie. Oh, imitation attends. du Père Noël. Exactement. Mais parce que c'est Noël ou quoi C'est aujourd'hui? Noël, ça vient Noël. Et oui, c'est un petit épisode spécial. Regardez dehors, il neige, il fait... Il y a des flocons dans le studio. Ensuite, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. C'est la crise climatique, il n'y a plus de neige depuis 3 ans et tu le sais. Mais Ça j'aime va, bien Dieu, l'esprit de Noël, mais... la vache. Putain, ce gars, c'est vraiment le Grinch officiel. Ah non. Mais moi j'aime bien, l'esprit de Noël. J'aime bien rêver, j'aime bien imaginer un peu comme les enfants. Quoi? Bon. Salut Léo. Salut Léo. Bonjour. Toujours Léo qui est notre ingé son et qui rend ce podcast écoutable. Merci pour ça. Mais avec plaisir et joyeux Noël, bien sûr, à toutes et à tous. À toutes Je tiens à et dire à tous qu'il avec fait- un Z. Bah oui, C'est zé à c'est- tous. c'est important. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais si, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Je crois que c'est Léo qui a raison, mais je suis pas sûr. Il y a Toutes quand même et à un truc tous. où je me dis que. Alors, Et, avant de commencer, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste qu'il fait froid dans le studio, bien sûr, puisque du coup on est en hiver et que c'est Noël. C'est Absolument. important. On n'est pas du tout en août. Non. Alors, avant de commencer cette émission, toujours une petite question. Est-ce que vous avez un truc à dire sur le paysage cinématographique? Je commence par Mathieu. Moi j'ai commencé un challenge personnel complètement débile de me dire il me manque du fond dans les films de toute époque. Donc je suis parti des années 40 et je vais faire un film par année. Et donc j'en suis à 42. C'est long. Et donc, du coup, j'ai rattrapé Casablanca. C'est très, très bien, Casablanca. Avec Humphrey Bogart, je vous recommande. C'est un réservoir à punchline et à scène culte dont vous ne saviez pas que ça vient de là, mais c'est très, très bien. Et hier soir, j'ai vu Anatomie d'une chute, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes cette année, de Justine Triet. C'est un film de procès et qui est un peu long sur sa première heure, mais qui est très intéressant dans les mécanismes judiciaires et la destruction d'un couple. Et il y a un gamin qui joue incroyablement bien. Je crois que j'ai jamais vu un enfant jouer aussi bien, autant l'acteur que le rôle est écrit. C'est fabuleux pour ça. Voilà, allez voir Anatomie d'une chute, c'est bien. Trop bien. Et on te souhaite d'avancer très vite vers les années 2000 avec ta liste de films, parce que là, 42, t'es loin de... Je dois être à une centaine de films notés là. C'est-à-dire qu'il a regardé quand même Let's go. 2 films. Quand Non, même. j'en avais 2 dans les années 40. J'ai rattrapé Le Masque Quel de petit Zorro fifou. que tu m'as demandé de regarder, Oui. de Ruben Mamoulian. Et qu'est-ce qu'on en pense? C'est très bien. C'est très très bien. Et Les raisins de la colère de John Ford, c'est un peu chiant. Et il a fallu regarder le film pour le savoir. C'était pas déjà un petit peu sur le papier. Bon. Alors, Marjorie. Seb, un truc à dire sur le paysage cinématographique? Ouais, donc moi je propose que des séries Disney, j'ai l'impression ces temps, enfin des séries qui sont sur Disney+, donc je vais vous parler d'une série que j'avais déjà vue mais que j'ai re-regardée, qui s'appelle Atlanta, qui est à la base diffusée sur FX aux États-Unis, qui est la série de Donald Glover, écrite avec son frère Steven Glover, qui parle de l'histoire de Earn, un gars qui est allé à Stanford mais qui se retrouve maintenant un petit peu dans la merde. Il n'a pas de foyer, il n'est pas vraiment en couple avec la mère de son enfant, et il apprend que son cousin Al commence la musique, le rap, et il devient son manager. Et c'est ultra bien, c'est très bien écrit, ça traite du style de vie dans les projects d'Atlanta, et comment quelqu'un sort justement un peu de ces ghettos, de cette violence. Et aussi, je vous parle de ça parce que dans la saison 3, il y a 3 courts-métrages qui sont dans le flux de la série, donc des épisodes qui n'ont rien à voir avec le reste de la série. Et c'est des bien meilleurs épisodes de Black Mirror que Black Mirror ne pourrait jamais le faire. Et je vous conseille, si vous cherchez un bon épisode comme Marjorie le faisait dans la saison 6 de Black Mirror, de vous diriger vers Atlanta pour des bien meilleures sensations. Effectivement, merci pour cette recommandation, parce que je cherche des épisodes à la Black Mirror, mais sans regarder Black Mirror, donc merci pour ça. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, étant donné qu'entre 2 enregistrements, je suis partie en vacances, donc je n'ai pas vu du contenu audiovisuel ni cinématographique. Autrement, je vous parle de télé-réalité, mais je crois que personne n'a envie de ça ici. Donc, T'es allé en France, c'est un peu pareil, non? Joli. Et par contre, Joli. Et par contre, je me tourne vers Léo. Qu'as-tu vu pour ce podcast, Léo? Et oui, pour la première fois, mesdames et messieurs, j'ai vu les 3 films. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup, je sais. Ça a été un choc pour moi. Évidemment, je me suis donné
quelques semaines pour les voir. Évidemment, je les ai tous vus hier, les 3. Donc ça fait... J'ai un peu les rétines carrées là, mais en vrai, c'était une super expérience. Donc voilà. T'as vraiment T'as vu bien les bandes annonces choisi. ou pas? J'ai vu les bandes annonces avant pour justement faire un classement de voir qu'est-ce que je vais regarder en premier. Du coup, dans l'ordre, j'ai fait Violent Night, Fat Man et The Night Before. Du Et coup, alors Bravo, que c'est j'avais exactement déjà- pas l'ordre du podcast. Exactement, Bravo. Pas du exactement. tout l'ordre d'aujourd'hui. Et Mais alors, c'est une pas grave. bonne annonce qui t'aurait marqué parmi ces 3 petits bijoux. Franchement, Violent Night, quand t'as vu la bande annonce, t'as vu le film. Nickel. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai pas été très surpris. Bon, c'est elle qui m'a marqué en vrai, justement, juste pour ça. J'étais genre putain, ils savent toujours pas faire des bonnes bandes annonces alors que c'est quand même Universal, c'est quand même dommage. Bah yes, c'est le dernier film qu'on abordera aujourd'hui. Et voilà. On va commencer avec ce film, Fat Man, film que Mathieu nous propose. Et c'est parti. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. You think you're the first? Oh, the fields will go Think I got this job because I'm fat and jolly? laughing all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors que tout le monde le prend pour un garçon exemplaire, Billy est en réalité une vraie teigne qui falsifie les chèques de sa grand-mère malade et torture ceux qui lui résistent. Au matin de Noël, celui-ci reçoit un morceau de charbon, traditionnel cadeau remis aux enfants qui n'ont pas été sages. Billy décide donc d'engager un tueur à gages afin d'éliminer le Père Noël. Donc Fat Man est réalisé par les frères Nelms, Yann et Eshom, qui sont les cinéastes connus pour des films que personne ne connaît, comme Waffle Street sorti en 2015 et Small Town Crime en 2017. Fan de littérature anglaise pour l'un et de comics pour l'autre, tous deux biberonnés au G.I. Joe et à John Ford, donc déjà ça n'a pas de sens. C'est par le cinéma qu'ils ont trouvé leur moyen d'expression premier. Et donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les deux hommes, parce que comme ils n'ont pas vraiment eu un coup d'éclat encore à Hollywood, il y a simplement pas d'infos sur eux du tout. Ils ont un site et il n'y a pas leur carrière, il n'y a pas leur là où ils sont trop passés, quelle école ils ont fait, ni rien. Et donc, ils ont évidemment réalisé des courts-métrages pour faire leurs armes, et je pense qu'ils ont dû suivre des cours de réalisation, et je pense aussi que c'était pas les flèches de l'amphithéâtre, quoi, vraiment, parce que... bon. Il y a eu l'école buissonnière, là, depuis. Ah, il y a... j'ai pas vu leur autre film, par manque de temps et surtout d'envie. Et si je vous ai proposé ce film, c'est parce que à la base, je suis pas très fan de Noël, et par contre, j'aime bien contrer ça avec un nanar, et que je me suis planté parce que c'est pas un nanar au sens où je l'entendais. C'est un autre type de film, et on va pouvoir en parler ensemble. Petit rappel sur ce que c'est un nanar, au sens où tu l'entends, justement. Au sens où tout le monde entend un nanar normalement. C'est un film qui est mauvais et qui tellement mauvais qu'il devient drôle, mais c'est à l'insu de l'équipe de réalisation. Si ça devient conscient, si c'est volontaire, si c'est tourné dans le but d'être comique et d'être trop mauvais pour être drôle, c'est pas un nanar, c'est juste un mauvais film et c'est cynique. Genre Sharknado, c'est pas un nanar. Ok, ouais, merci pour ce petit point. On verra du coup si Fat Man répond à cette catégorie. On commence par Seb. Qu'as-tu pensé de Fat Man ? Alors, le film était un calvaire. Donc, Bien vu. direct, j'ai eu un bref espoir au début de me taper des barres devant un nanar, justement, parce que le jeu d'acteur du gosse est tellement mauvais que chacune de ses répliques était culte. Dès que sa grand-mère elle lui dit « Oui, ton père va pas pouvoir venir pour Noël » et qu'il dit « J'aurais bien voulu voir John », j'ai éclaté de rire dans ma chambre parce que la phrase est nulle, mais comme il le dit, genre, il y avait... Non, c'était... Le gosse était absolument nul, mais bon, déjà, un film, plus le film il avance, moins on voit ce gosse. Et en plus, tenir 1h30 sur un jeu d'acteur de merde, je tiens pas. Pour suivre sur les acteurs, je suis content de voir qu'il y a le mec qui jouait dans l'épisode du sperme de Community, qui joue le tueur à gages. Walter Goggins, pour les gens qui n'ont pas vu Community et qui ont juste entendu le mot sperme. Donc, ce gars joue un avocat dans l'épisode le plus beau de Community de tous les temps. Ceux qui ont déjà vu Community, je leur parle de sperme de Community, ils savent de quoi je parle. Et j'étais très content de le voir. Il a un peu une dégaine un peu atypique et qui donne assez vite l'impression d'être fou. Et du coup, ça marchait bien pour jouer ce rôle de tueur à gages, un petit peu psychopathe, un peu bizarre. Mel Gibson, c'est un bon acteur. Et du coup, je trouve que il joue bien. Ce film, il fait pas vraiment exception. Il joue toujours plutôt bien, Mel Gibson. C'est un horrible être humain, ça on n'en parle pas, mais au niveau acting, ça marche. Mais par contre, le film, il devient chiant à partir du moment où Mel Gibson fait une bonne performance d'acteur, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va venir soutenir le film. Tout le reste est éclaté. Alors je me retrouve dans une situation bizarre, je me dis, je préfère quand les acteurs jouent mal dans le film, parce qu'il y a
pas de scénario, typiquement, il n'y a pas de réalisation, rien du tout. Mais Est-ce que c'est pas ça la magie de Noël? c'est la magie de Noël, vraiment. La magie de Noël dans ce film, c'est venez, on va faire disparaître de l'argent. On prend 60 millions de budget, pouf, plus d'argent. On n'a rien fait. Mais le plus chaud pour moi, c'est qu'est-ce que c'est en fait? Parce que c'est pas une comédie, parce que c'est pas drôle bêtement. C'est pas un film d'horreur parce que ça fait pas peur. C'est pas gore. C'est pas un drame parce qu'il a un second degré clairement affiché. Du coup, c'est quoi? Donc pour moi, vraiment, c'est la définition du Balek. Et je me doute que je me rappelle que d'une seule scène d'ici un mois, il y a absolument rien qui m'a marqué. Et je le fais pas souvent pour les films du podcast parce que je suis un professionnel. Mais là, j'ai fait la meilleure run Candy Crush de ma vie. Pour vous dire, j'ai passé 4 niveaux difficiles. Tout me réussissait. Et voilà, c'est pour ça que je garde un bon souvenir de ce film. J'ai passé beaucoup de niveaux sur Candy Crush. Le seul niveau difficile que t'as pas passé, c'est ce film en fait. Ah non, j'ai dû le voir en 2 fois. J'ai dû faire une pause à 50 minutes, sortir. Mon collègue savait que je regardais un film. Il m'a demandé comment ça se passait parce qu'il a vu dans mes yeux que j'allais exploser. J'ai dû faire en 2 fois. Non, c'était vraiment très très dur. Fatman, je laisse à Marjorie la parole. Je crois que c'est à moi de commencer à parler. Alors, par où je commence? Bon, la mise en scène, la photographie, la musique, les acteurs, le scénario, les lutins. Rien n'a de saveur dans ce putain de film. C'est vraiment La vie de Mathieu, The Movie. Donc... God damn. Je la prends, elle est bien. Ils ont ôté absolument tout le fun que cette histoire aurait pu avoir. Ça me termine. J'ai jamais vu un film aussi sérieux et aussi nul dans ce qu'il essaye de faire. Donc déjà, truc drôle, j'ai mis 3 plombes à capter que Mel Gibson était le Père Noël. J'ai loupé l'information principale pour vous dire à quel point je me suis fait instantanément chier dans ce film. C'est pas du tout clair en plus, c'est ça le C'est problème. vraiment pas clair. Mais en plus, je le savais avant de commencer le film, mais j'ai pas compris tout de suite. Il parle de son affaire de travail. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Après, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est le Père Noël. Absolument rien ne fait Père Noël sur lui d'ailleurs. À part la barbe. À part la barbe, vaguement. Il a vaguement un manteau rouge à la fin. C'est vraiment le seul point. Le film se construit sur 2 trajectoires de personnages qui sont censés se rencontrer dans un duel final. Ce qui est un scénario assez classique quand on applique un tueur à gages dans le récit. Donc, la piste narrative de Mel Gibson piétine super vite. Alors moi, j'aime bien de base l'idée que l'armée américaine interfère avec le business du Père Noël et cherche à se réapproprier l'industrie des lutins pour construire des armes de guerre. Je trouve qu'il y aurait eu du potentiel. Je trouve ça aurait pu être intéressant. Mais alors, c'est complètement sous-exploité et ça sert juste de toile de fond à l'histoire principale. Donc, c'est un peu dommage. L'autre piste narrative du tueur, joué du coup par Walton Goggins, n'a pas du tout l'ampleur qu'ils essayent de faire croire qu'elle a. C'est ça qui est très drôle aussi, c'est que tu sens qu'ils veulent essayer d'en faire un tueur sans pitié qui tue tout ce qui bouge, mais alors il fait 36 000 décisions de merde. Il est pas du tout impressionnant. On te met de la grosse musique Bresson quand il apparaît à l'écran, mais alors on y croit, jamais tout fait faux. Et quand il bute des gens, je trouve qu'il y a une mise en scène qui nous met tellement à distance. Et en plus, tu rajoutes la musique kitschouille, qui ridiculise absolument tout ce qu'il fait. Ça ne marche pas. Les deux pistes narratives ne marchent Je pas. trouve que le trope du tueur qui arrive pas à buter sa cible parce qu'il y a un camion qui passe devant, c'est vraiment des gars pas très professionnels. Ils sont payés très cher pour faire de la merde quand même. Après, à choisir, je crois que je préférais le suivre, lui, plutôt que le Père Noël. Parce que de temps en temps, il lâche un peu des punchs. J'aime bien l'acteur de base. Mais voilà, toutes les scènes avec Mel Gibson, par contre, ralentissent le rythme. C'est affreux. C'est vraiment, pour avoir un peu une impression générale du film, c'est une approche qui, je trouve, est assez réaliste et du coup beaucoup trop austère. Pour un film qui aurait pu être beaucoup plus jouissif, beaucoup plus drôle, beaucoup plus corrosif, on s'emmerde. C'est une catastrophe. Et alors, l'affrontement final, mesdames et messieurs, est super fade. C'est-à-dire qu'ils essaient de la faire en mode un peu... Fadman. Mais alors... Une blague de Noël de Mathieu. oui. Allez. Il est sorti de son petit terrier depuis que je l'ai atomisé en début de chronique. Merci Mathieu. Et excuse-moi encore pour cette balise. T'inquiète. Peut-être pas méritée. Non, mais vraiment, ils essaient de te le mettre en scène en mode western avec des plans américains, des échanges de regards. Sauf qu'ils te font un plan en top shot, donc un plan depuis le ciel qui filme le sol. On voit même pas les 2 personnages qui se font face. Parce qu'il y en a un qui est en blanc, c'est complètement con. C'est complètement débile. C'est un des plans les plus faibles et qui se veut le plus puissant du film. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, c'est quand même pas un nanar, comme tu dis, parce que du coup, c'est pas assez nul consciemment pour que ce soit drôle, en fait. Ils se prennent quand même un peu au sérieux. Enfin, Ils se prennent méga au Mais sérieux. le nanar est censé se prendre le seum, mais en fait, c'est pas assez raté pour redevenir Ouais. drôle. Ah, C'est voilà, juste c'est dans ça. ce creux de c'est nul, en fait. Ouais, c'est ça. C'est mal branlé, c'est une cata.
Mathieu, pourquoi tu nous as proposé cette merde? Parce que moi j'avais vu l'abondance il y a très longtemps et je m'attendais vraiment à un nanar en fait et je cherchais une bonne occasion de voir ce truc là et je m'étais dit bah soit à Noël, soit un épisode de Noël. Mais arrête avec les trucs dont t'as entendu parler il y a très longtemps, ça s'est jamais Oh, putain je me bien suis tapé un passé. certain nombre de merdes venant de toi aussi, tu commences pas. C'est juste que tout est il y a très longtemps pour Mathieu. C'est Ouais, juste comme ça. C'est juste une question d'âge. Enfin bon, j'étais dans le salon à Paris pendant le train en gare de Ciotat, ça va quoi. Oh là là. J'ai trouvé 2-3 petites infos sur le film quand même rapidement, c'est que le script date de 2006 et donc ils ont mis 14 ans à trouver un financement. Peut-être faut abandonner des fois. Ensuite, ce gamin qui joue Billy, qui joue effectivement très très mal Billy, qui s'appelle Chance Hurtsfield, il a été casté uniquement parce qu'il ressemble énormément, et une fois que tu le sais, c'est flagrant, Ah oui, à Ben Shapiro. Ah, j'ai pas la ref. Je vois que ça fait... Oh, Oh, oui. ouais, j'étais sûr que ça marcherait chez Attends. Léo, ça. Putain, c'est Je vais juste. checker sa gueule maintenant. Donc Ben Shapiro, c'est un avocat polémiste républicain Oh, américain, la vache. ultra de c'est droite. l'affaire Oh, de Shapiro, ouf. oui, bien sûr. Et en Merde. fait, il a la même gueule. Et c'est pour ça qu'il a été casté, parce qu'il voulait critiquer Shapiro. Et donc, ils ont pris un gosse qui avait la même gueule pour en faire un petit gosse de riche un peu connard. Alors, c'est vraiment une blague niche. Genre, si tu le sais pas, tu te dis juste peut-être. Mais par contre, la subtilité est morte quand ils ont écrit le personnage. Il a un tableau de Napoléon dans la chambre. Oui, enfin, putain. il y a que... Enfin, bon, bref. Moi, je trouve le film foncièrement mauvais, mais je le trouve intéressant pour son discours économique, pour tout le outsourcing, pour toute la mondialisation et les contrats avec les USA qu'on file au Père Noël. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore très grossière, je vous le reconnais, du capitalisme qui rachète les petits producteurs. Et le point d'orgue du film devrait être là, le discours du gros contre le petit, du moderne contre l'ancien qui essaie de survivre. Sauf que c'est fait la truelle, hein, mais ça devrait être là le point d'orgue, parce que le Père Noël est obligé de passer un contrat d'armement avec les USA pour tenir la route. C'est pas qu'il a envie, c'est qu'il est au pied du mur. Il livre avec difficulté de moins en moins de cadeaux, parce qu'on comprend que si tu ne crois pas en lui, il passe pas chez toi, en fait, simplement. Et que les parents achètent les propres cadeaux pour leurs enfants. Et en face, on a le néo-capitalisme qui est incarné par le sale gosse qui spoile littéralement sa famille et tout son entourage par des moyens ou une perfidie pour arriver à ses fins. Et ça devient violent si la situation lui déplaît ou qu'il lui échappe. Et c'est ce qui se passe avec le tueur, justement. Il a son morceau de charbon ou avec cette gamine qui va torturer parce que c'est elle qui a gagné le prix du truc de science de son école. Ça, c'est tellement débile et tellement over the top que je me suis presque dit que ça allait être drôle. Et en fait, non, c'est filmé ultra cru, quoi. Vraiment, il torture cette gosse, quoi. Ah oui, pas, très c'est pas premier du tout degré. ok, quoi. Vraiment. Enfin, Absolument. Puis après, il gare bien sa grosse voiture noire devant chez elle et dit là, tu vas aller chez tes parents et tu lui dis que tu étais au centre commercial depuis tout ce temps. Et la blague qui aurait pu être drôle, c'est ta mère, ton père, ton frère, je les tue tous. Ton chien, comment s'appelle ton chien? Et vraiment, je cherche le nom. Et, Oui. puis là, il dit ouais, je buterai ton chien. Ça aurait pu être drôle, mais non, c'est pas assez étendu en fait. Moi, C'est j'ai cru juste qu'il pas- allait épargner le chien, mais même pas. Non, c'est nul. Mais ce discours-là, il joue aussi au niveau des finances, dans la manière dont les deux sont prêts. C'est-à-dire que le tueur a une veste qui a l'air de coûter très cher, il a des armes automatiques qui coûtent très cher, le truc de précision, il a tout un labo d'entraînement, sa maison, elle est très moderne. Quand Mel Gibson, qui joue donc le Père Noël, vit dans une espèce de hutte, il a un revolver, il a vraiment un 6 coups à la western, comme tu disais. Donc il y a même dans l'affrontement dans les armes, il y a une manière d'aborder cette question économique que je trouve intéressante. Après, c'est mal branlé. Mais il y avait un propos que je trouvais intéressant. Ouais, après j'ai l'impression que le personnage de Mel Gibson, il se rapproche plus d'un idéal de l'homme américain un peu écarté de la ville, justement qui boxe dans son un imaginaire redneck en mode loin de cette société, tu vois, plus que... Ah bah bien sûr, après ça participe de ça aussi, c'est que cet idéalisme américain, comme tu dis, un peu redneck, un peu campagne, il est de toute façon bouffé par le capitalisme des villes actuellement, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, tu penses que t'es le premier à venir, on m'a pas pris pour ce rôle juste parce que je suis gros et sympa, mais parce que voilà, je suis aussi fort. Donc c'est aussi ce concept du capitalisme qui revient jusqu'à écraser, en fait. Mais juste que c'est mal branlé, quoi. L'humour marche pas vraiment, comme on disait. Moi, je pensais que ça allait devenir drôle avec le hamster à un moment donné, mais non, ça devient même pas drôle. Ce hamster qui revient 8 ou 10 fois chez le tueur, je trouvais ça marrant, mais en fait, non, ça n'a aucun intérêt. Et donc, j'ai pas passé un mauvais moment foncièrement devant le film. Je me suis fait chier, mais c'est pas un film que je déteste complètement. C'est juste que je vais l'oublier dans 2 semaines, alors qu'il y avait, comme tu disais, le potentiel d'en faire une vraie comédie noire. Et pas cette espèce d'entre-deux un peu bâtard qui sait pas trop quoi en faire, en fait. Et donc, c'est pas assez mauvais et inconscient pour que ce soit vraiment un nanar, mais c'est un film bof, quoi. C'est un Et- film Ouais, bof. C'est beaucoup moins que bof, moi je dirais. Moi, j'ai passé un mauvais moment. C'est pas réussi. C'était un enfer, mec. Mais le vrai problème, en fait, c'est le rythme. Parce que faut vous dire Non, qu'il fait, non, il c'est fait pas- 1h31, il y a 1h20 où il se passe rien, il y a 10 minutes de baston, quoi. C'est débile. C'est un des problèmes. Ce film était affreux, mec. Il était... Et je vous ai proposé bien pire dans cette émission. Non, hein. non, mais genre, il y a ça, tu vois, genre par exemple, sûr. Cool World, il avait le truc de... C'était nul, mais
C'était un peu marrant de la manière... Comme dit Marjorie, ce truc est le film avec le moins de saveur. L'équivalent d'un repas, ce serait quoi? Ce serait de l'avoine sur un toast, mec, et de l'eau. Voilà. Genre, vraiment, mec, c'est ça. De l'avoine sur un toast. Joyeux Noël à Ça, tous. c'est un petit déj américain chez les rednecks. Tu viens d'insulter tout le Midwest. Je suis désolé. Non, parce qu'il a dit l'idéal du redneck. Donc ça va, il s'est un peu, Ouais, ça va. il s'est un peu sauvé. Ouais. Ouais, et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire et c'est dommage. Je te dis, il y a une bonne histoire de fond. Pourquoi est-ce que cette histoire de tueur à gages prend autant de place? Moi, je pensais vraiment qu'à un moment donné, toute l'histoire tourne autour de cette armée Même américaine. aussi, ouais. Et pas du tout. Ça a aucun intérêt, C'est l'armée vraiment. américaine. Et alors surtout, ils se font tous tuer un à un par une seule personne, ce tueur à gages. Enfin, bref, la crédibilité est morte avec la créativité dans ce film, quoi. C'est Ouais, mais moi, je vois catastrophe. exactement ce qu'ils ont voulu faire, mais je vois aussi là où ils se sont plantés. À chaque point, ils se sont plantés. Mais en plus, il y a des 2-3 idées intéressantes parce que vu qu'on a 2 films qui se ressemblent de ouf là pour le podcast, Fat Man et Violent Night, sur le traitement du Père Noël, le fait que là, le Père Noël se rappelle de tous les enfants. Moi, je trouve que c'était une idée un peu stylée. Genre, il se rappelle de l'enfant et c'est ce qui se passe dans la C'est scène dans de absolument fin. tous les films de Noël, si jamais. Non, pas dans non. Violent Night. Violent Night, Pas dans Violent Night, mais dans d'autres films de Noël, Ouais, c'est mais toujours là, genre le- Ah, Billy, tu as 40 ans, mais Ouais. quand tu en avais 5, je vais te faire un petit Ouais, mais camion tu vois, Je il y a un- rouge. trouve, il y a un dans un traitement truc ultra- plus noir comme ça marchait bien en mode genre ah bah oui je me rappelle espèce de connard tu tuais ton chien enfin tu blessais des animaux quand t'étais enfin genre dès qu'il arrive comment il s'appelle l'acteur qui joue le tueur à gages Walton Goggins. voilà il arrive vers Goggins et qui lui dit ah ouais je me rappelle bien de toi bah écoute t'étais un connard quoi tu vois genre moi j'aimais bien un des seuls trucs ou bien les lutins de comment ils parlent avec l'armée américaine mais- ils sont en mode oui on dort 4 heures par nuit je sais plus je sais Même plus. les lutins sont des cadavres ambulants. Il n'y a aucune vie qui circule dans ce truc. C'est dommage. Mais en même Typiquement, temps, moi, ça marcherait avec l'idée, avec le message, J'aurais justement. adoré qu'on ne voit rien de magique. C'est-à-dire qu'on voit pas les lutins, on voit pas l'usine, on voit juste des cabanes de loin et qu'on comprenne que ce soit traité sous un mode réaliste, mais qu'on ne les voit jamais. Et ça n'a pas rendu le film moins chiant quoi Non, genre, mais il y du a- coup, là maintenant, il y a cet entre-deux où il y a des lutins dans ce monde et en même temps, le Père Noël, il a une Range Rover. Je suis quoi. d'accord avec toi. Et surtout, les lutins sont juste assez magiques pour que ce soit un peu minable. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, Oui. ils ont quand même les petites oreilles pointues. Ils ont les grelots aux Ils- pompes. Voilà, ils bouffent que des bonbons, ils dorment pas, donc c'est clairement pas des êtres humains, mais tout le reste du film sont est HPI. très réaliste, donc ils sont... allez prenez ça les gars intelligents voilà T'es pas HPI toi en plus, Seb? Chut. Il est juste Passons à HP, autre lui, il chose, est hôpital pas- psychiatrique. Il faut le préciser parce qu'on se rendrait pas compte dans le Ok podcast. Mathieu, ça va Ça va Mais j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, parce que très honnêtement, est-ce Ah que bah, vous avez, eux aussi, ils vous ont avez fait le tour de envie de leur rajouter film, quelque hein. chose? Non, mais tu dis, il faudrait régler. Franchement, si vous voulez régler ce film, brûlez tout ce que vous avez fait et recommencez. Faites un autre film. C'est bon, vous n'avez pas ce qu'il faut pour. Non mais 2006 aussi. Pourquoi est-ce que tu tournes une idée qui date de 2006? Mais Ça me dépasse. Mais ça arrive, ça. Tu vois, mais genre, je vois, comme dit Mathieu, on voit où ils veulent aller. Ils essaient de faire un peu une satire sur l'instrumentalisation de Noël, quoi. C'est ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont mauvais pour le faire, hein. Je sais même pas s'ils savent vraiment de quoi ils parlent au final, parce que. À la limite, voyez ce film pour voir Mel Gibson, qui a une bonne tête, qui est chouette, et le rôle de sa femme, que j'ai trouvé plutôt sympa. Mais je m'étais demandé pourquoi Mel Gibson était allé là-dedans, en fait. Et si tu regardes ces années-là, c'est vraiment les années un peu noires, quoi. Parce Ouais. qu'on est sur 5-6 ans, il fait tout ce qu'on lui propose. Et tout sort en Oui, mais DVD. parce qu'il a eu son méga scandale 5-6 ans plus tôt, quoi. Ouais, mais 1 ou 2 ans avant, il réalise Tu ne tueras point, qui est un immense succès. Oui. Donc, c'est très étrange que, comme réal, il soit toujours porté au nu et comme acteur, il soit toujours. C'est peut-être le fait de pète devant la caméra. hein. Peut-être, Genre, ouais. Mais ouais, non, il cachetonne dedans. Hein. Je pense Ouais. qu'il avait un balcon à refaire et puis il joue là-dedans. C'est ça. Mais il joue bien, c'est ça le problème, c'est qu'il joue Ouais. bien Il de joue base. bien. Il joue toujours bien, Mel Gibson. Oui, vraiment, j'étais étonnée. Et Léo, alors, Fatman, qu'en as-tu pensé? En vrai, franchement, comme vous, pas aussi développé évidemment, parce que comme vous, je fais 4 trucs en même temps quand je regarde un film. Et je l'ai évidemment regardé, je pense, en 800 fois par semaine de 20 minutes. Vitesse 42. Vitesse 42, clairement. Non, il y a quand même quelques idées que j'ai bien aimées. En effet, du coup, genre pas poussé à la mort. J'avais oublié c'est un hamster qu'il a, ouais. Ouais. J'avais totalement oublié. Cette scène dans J'avais l'animalerie n'a oublié aucun aussi, putain de sens. Si, mais je trouve qu'elle pose un personnage ultra malsain. Oui, mais mais ils en font rien. Exactement, ils en font Mais ils en absolument font rien rien. derrière. Et genre, tu le vois, puis juste, il est dans sa petite roue. Et dans l'acteur la est caisse, malsain et visuellement. Il n'y a La- pas besoin de lui donner un l'acteur- background. Il fait Goggins peur, est ce mec. malsain. Ouais, L'acteur est Goggins fait peur. malsain, mais absolument pas charismatique. Il y a quand même Ah. une suite de plans que vraiment j'ai bien aimé.
c'est quand du coup il se tape toute la route pour aller du coup justement chez Mel Ah oui. Gibson. Ah oui. Ça se transforme en road movie à un Ça se moment transforme donné. en road movie et c'est très cool. Et du coup, enfin des jump cuts un peu du coup sur la musique qui change et la météo et la position du soleil, etc. J'étais genre putain stylé pendant 30 secondes. Mais j'étais genre cool. Sur 1h20, Et après, tu t'es 1h, remis à 1h40. pleurer. Et après, ouais, je me suis remis sur mes 4 autres trucs. Ouais, c'est clairement. Juste là, j'ai fait oh ah non non. Après, tu te rappelais que t'avais un épisode à monter, du coup, t'as Oui, arrêté tout à le film. fait. Ouais, bien sûr, Ça j'étais en marche. train de monter le podcast pendant que je regardais un film, J'espère que t'es évidemment. pas le monteur du film, non Alors non. Bah écoutez, juste pour ces 30 secondes de coup d'éclat, on vous conseille de voir Fatman. Pour le reste, On vous mettra le timecode en description pour voir, c'est magnifique. de timelapse. 1h21 à 1h21 et 30 secondes. Et je pense que si on est fini, bon, une petite partie spoiler, non Non. Ok. On va passer directement à un petit jeu qui risque d'être quand même un peu plus savoureux que ce film. Un petit jeu que Mathieu nous propose et qui nous a déjà proposé par le passé, à savoir c'est typo un film que voilà. J'ai bien réussi l'accent, je suis fière. Ouais. Mieux que toi. Alors. Stipo, un film que voilà. Donc le principe est assez simple. Je vous donne des titres de films tels qu'ils sont sortis au Québec, à la contrée de la Poutine, dans la mesure où eux traduisent les titres soit très littéralement, soit en faisant n'importe quoi. Et vous devez me retrouver le titre tel qu'il vous vient en premier, c'est-à-dire soit en anglais, soit en français. Juste retrouver le titre. Vous êtes prêts? We are ready. Oui. À 3, vous dites Chaud. caribou. Vous êtes prêts? Caribou. Attends le décompte, Léo. Putain, pardon. 1, 2, 3, Caribou. 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 Génération extrême. X-Men. Non. Oh, ça aurait été bien. Edward Norton. Fight C'est Club. American History X. American History. Wow. Oh, Folie de graduation. Ouh, ça c'est très mauvais. Folie de graduation, ça doit être une fête, un teen movie. Ouais, Ça c'est- doit Projet être- X. Non. À mon avis. Non, Spring, c'est pas. C'est Ah, dans de la- graduation. c'est Plus dans la culte. peine- Plus culte. Plus pour, culte. C'est comédie American d'ado. Pie, une connerie Oui, comme ça. American American Pie. Pie. Purée, bien joué. Bien sûr. Mauvais garçon. Bad Bad Boy. Boy. Oui. Pour le coup, c'est très littéral. Bad Boys. Le secret est dans la sauce. Oh non. C'est pas un porno, je tiens à Oh vous le dire. putain, c'est tellement deg. Mais je pense que ça doit être Ratatouille, un truc comme ça. C'est ce que j'allais Non. dire. Non, mais c'est ce que Ratatouille, j'allais c'est dire. en Mais français. on est très proche d'un truc type Ouais. Ratatouille. On dirait un titre qui spoil quelque chose. Le tueur, c'est le voisin. Mais c'est mon voisin de tueur, ça. La clé est dans le coffre. Attends, mais il y a quoi comme film de Le cuisine secret est dans la sauce. Ouais. C'est Ah, un film- Ratatouille. Ah, mais vous Non, l'avez dit. Non, alors. j'ai dit. Eh, mais tu C'est un m'écoutes film en live avec une vieille qui raconte sa vie. Ça fait un film qui était un peu culte dans les années 80-90, mais je sais pas si ça vous parle. Je l'ai Alors. pas vu perso, mais. Le secret dans la Ah, un truc genre un peu la Madeleine de Proust. Genre. Exact, c'était un bouquin au départ. sauce. Pas les beignets. Ben, à la Les recherche- beignets à la de recherche- patates de tomates vertes. Oui, beignet de tomate verte, exactement. Yes, sir. Putain, on a failli Putain, partir en GG. beignet de patates douces, Beignet mais. de patates, pas de une- tomates. Beignet de tomates vertes. Waouh. Moi, je connais la tempête de boulettes géantes. Oui. De... Oui, pas le même genre de film, Marjorie. D, primordial, hein, bien En sûr. 3D, en Ouais, 3D. se prendre des Ah, boulettes Tempête trop de dans la boulettes malin. gueule. géantes, par contre, ça c'est un porno. Bravo, Marjorie. En 3D, c'est mieux, tu te prends les boules dans la gueule. Ouais. La légende du gros poisson. Big Fish. Oui. Let's Oh go. là rapide, là, celui-là, mais on est rapide. chaud. Du soleil plein la tête. Le talentueux Michel Ripley. Un truc avec Sunshine, Sun, Oh, Little Miss Little Miss Sunshine. Sunshine. Tell Me Sunshine. Non. Eternal Sunshine of a Spotless Spotless Mind. Mind. Let's go. Celui-là, il aurait peut-être fallu le traduire en français aussi, hein, parce que c'est toujours très dur de dire. Oui, T'as c'est déjà vrai. vu Eternal Sunshine de Spotless Le truc avec Jim Carrey là sur la glace, il est amoureux. Il n'y a pas un diminutif pour cinéphile. T'as déjà vu Spot S. J'arrive pas à Ah ouais, faudrait non. faire un Spotlight, c'est un film aussi. Du coup, ça Oui, joue c'est pas. juste. Drôle de jeu. Funny Games. Oui. Let's go. Des fois, c'est tellement littéral que ça change le sens du film. Drôle de jeu, on dirait pas que c'est un film d'horreur, quoi. Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Pour un même jeu de rôle. Ouais, non, c'est pas terrible. Moi, j'avoue, jeu de rôle, ça aurait été mieux. Beaucoup mieux. Ah, On mais dirait ça que fait- ce jeu- ça fait jeu de rôle. Bah oui. C'est marrant ça. Qu'est-ce que Non, c'est bien pas très écrit. drôle, vraiment pas. On Et dirait, Raymond DeVos est avec nous ce soir. on dirait que ce jeu, c'est juste apprends à traduire des mots en anglais. Alors il m'en reste deux. Il y en a un que je vous laisse à la fin parce que je le trouve absolument fabuleux. Donc je commence par Brillantine. Waouh, Oh, wow. brillantine. 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 Ça doit être une meuf intelligente. Booksmart. Quoi? Bon, pour moi, c'est un truc que tu mets dans les cheveux. T'as mis ta brillantine Parfait, Marjorie. Et donc? Et donc, du coup, Partant de là, brillantine, et Hairspray. Non, shampoing. c'est pas un film, shampoing. Ah, pardon, shampoo. C'est pas juste des mots qu'on cherche. Tu connais tous les films du monde? Tu sais pas s'il y en a pas un qui Non, s'appelle. mais Cheveux un- gominés. Oui, mais putain, les cheveux gominés.
C'est un film? Non, mais Cry Baby c'est une esthétique. Ouais, mais Crybaby The parodie ça. The Great Gatsby. Grease. Let's go. Ah, mais oui, je le savais en plus. Bah, parfait. Bah, Ah, fallait mais le dire. moi, je suis parti sur Brillant. Brillantine, d'accord. Tine, et je me suis dit, Ah c'est- non, Brillantine. c'était une meuf Oh non. brillante. Marjorie a bien résumé. T'as mis de la brillantine dans les cheveux. Marjorie a fait tout le juste travail. Hein. Je suis vraiment passé à la fin, je fais hop pour moi. Et là, un que je trouve absolument fabuleux parce que c'est la traduction littérale et en même temps, c'est à la fois chou et à la fois débile. Les petits pieds du bonheur. Ouh, technique. Les- Footloose. Non. Il y a pied dans le titre. Oui. Happy Feet. Oui. Oh, let's go. bien joué. Oui. Ah, c'est tellement Quel bête. film de fou. Les petits pieds du Les petits bonheur. pieds du Ah, bonheur. ça va pas. C'est hyper chou en vrai. C'est génial. On Il devait dirait être content, un- George Miller, quand il avait traduction de son film, vraiment. Petit pied du Ah, bonheur. on dirait un petit magasin pour bébé, pour vêtements pour bébé. Oui. Oh, Mais Happy Feet aussi, Acheter en un même truc pour temps. les petits pieds du bonheur. petit pied du bonheur. Ouais. En circuit court. Vraiment sous-garde. Exactement. Les chaussettes sont faites en topinambou. 80 balles la paire, c'est bon. Tous vos pyjamas sont en seigle. Les pantalons n'ont pas besoin de raccourcir, de toute façon, on doit voir les chevilles. Nous avons des berceaux en osier. Voilà, c'était donc la fin de Stipo, un film Bravo. que voilà. Ah bah bravo. Bah, ouais. merci Bravo à beaucoup. tous, vous étiez. On était un peu plus chaud vifs que d'habitude. et ouais, bien Mais trouvé. j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas la magie de Noël? Peut-être C'est bien. vrai, c'est vrai. Toute cette C'est la neige. magie du Xmas. On va tout de suite passer au... Oui, c'était très Je te mauvais. déteste, Marjorie. Je te déteste. Bah d'ailleurs, en parlant de Xmas, il y a un film dont ça a failli être le titre. Et c'est le film dont on va parler tout de suite. Un film que Seb nous propose, à savoir The Night Before. I have a present for you. We're going to the best Christmas party in New York City. So that gives us several hours to hit as many traditions as possible. To the end of an era. I think the cocaine and the mushrooms are reacting poorly. You look insane. Only your right eye is working. Do I look weird now? Yes, you look weird. Still weird. Weirder. 3 amis d'enfance se rendent à New York pour leur traditionnelle sortie annuelle du réveillon de Noël. Voilà, le résumé est très court, mais je vous jure qu'il suffit. Il suffit à la compréhension du film. Du coup, The Night Before, c'est un film américain réalisé par Jonathan Levin, sorti en 2015 à l'occasion des fêtes de fin d'année. On retrouve dans les rôles phares Seth Rogen, Anthony Mackie, Joseph Gordon-Levitt ou encore Lisa Kaplan. Et au scénario, on retrouve Levin le réalisateur et Evan Goldberg, l'emblématique compère de Seth Rogen. Le film s'inscrit donc bien dans la droite lignée des films estampillés Rogen, comme L'Interview qui tue, Pineapple Express ou This is the End. Le film marche globalement très bien au box-office, ramenant 52 millions pour un budget d'à peu près 25 millions, donc quand même x2. Mais bon, globalement, dans ces années-là, on va dire qu'à chaque fois que Rogen fait un film, ça marche plutôt bien. Il est assez populaire aux États-Unis. Des fois, c'est des énormes succès, genre Nos Pires Voisins qui avait fait 150 millions au box-office pour une comédie qui coûte, je ne sais plus combien il coûtait, mais pas très cher. Mais L'Interview qui tue, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'était passé avec L'Interview qui tue, a au final été rentable. Tu sais, quelqu'un voulait que je vous fasse... Bah, ils ont été pris au sérieux, non? Il n'y a pas la Corée du Nord qui La voulait Corée- vraiment les buter? En gros, Kim Jong-un a fait une menace au studio, je ne sais plus quel studio faisait L'Interview qui tue, en disant « Vous ne sortez pas ce film, ils se foutent de ma gueule ». Ils l'ont sorti, les hackers de Corée du Nord ont hacké le studio qui a perdu des millions de dollars sur l'opération. Et après, le film est sorti vraiment dans des salles très restreintes. Mais c'est vraiment dès qu'il est sorti en VOD que là, ça a marché parce que c'est devenu le film... dès que c'est sorti sur les plateformes de streaming, c'est devenu le film le plus vu sur les plateformes de streaming pendant un certain temps. Donc même comme ça, il fait des films rentables. Donc Seth Rogen, ça marche dans ces années-là. C'est pas la première fois que Gordon-Levitt et Rogen sont réunis, puisqu'ils avaient déjà fait le film 50-50 ou 50-50, qui est l'histoire de Gordon-Levitt qui tombe malade d'un cancer à 30 ans à peine et qui a 50% de chances de survivre. Très fun, mais c'est un film plutôt bon dans mes souvenirs que j'avais bien aimé. Plus récemment, on a aussi pu voir Long Shot de Levin avec Seth Rogen et Charlize Theron en 2019, où Rogen joue un journaliste qui tombe amoureux de le futur président des États-Unis, qui est Charlize Theron. Pour parler un peu du réal, après avoir été assistant de Paul Schrader quand même, il fait son premier long qui s'appelle All the Boys Love Mandy Lane, qui est bien loin du style auquel on l'associe aujourd'hui vu que c'est un film d'horreur, avec Amber Heard dans le rôle principal, un slasher. C'est avec son prochain film qu'il écrit et réalise qui commence à se rapprocher de la comédie, de Wackness, avec Josh Peck et Ben Kingsley, reçoit un accueil plutôt encourageant. Il va même décrocher un prix du public à Sundance.
alors que Josh Peck, il est plutôt encouragé pour le fait qu'il sorte de Nickelodeon. Ben Kingsley va se prendre juste le Razzie Award du pire supporting actor, mais bon, pour 2 autres films aussi cette année. Mais voilà, après, bon, les Razzie Awards, toujours prendre avec des pincettes ce que disent les Razzie Awards, c'est surtout sur les tendances et ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà, j'aurais aimé pouvoir vous parler un peu plus longuement de Seth Rogen, qui a à mon goût une personnalité capitale du cinéma américain de ces dernières années. Mais il va falloir qu'on avance, je vais pas faire trop longtemps. Mais juste un tout petit peu quand même. Il a commencé dans la série Freaks and Geeks, qui réunit un cast absolument what the fuck a posteriori. Donc Freaks and Geeks, c'est une série de 99 qui a été annulée à la fin de sa première saison. Et dedans, il y a juste James Franco, Jason Segel, Linda Cardinelli, Seth Rogen, justement, Martin Starr. Tout ce qui commence, c'est absolument n'importe quoi à voir aujourd'hui. Je crois qu'elle est disponible gratuitement sur YouTube. Au moins, regardez un épisode pour voir tous ces jeunes gens qui commencent. Il collabore souvent avec les mêmes personnes, notamment avec Evan Goldberg au scénario, et parfois à la réalisation, comme This Is the End et L'Interview qui tue, mais aussi avec Judd Apatow, un duo emblématique avec qui ils vont créer de nombreux films cultes, comme 40 ans toujours puceau ou En cloque manque d'emploi. Et si ça vous suffit pas, lui et Evan Goldberg, c'est des potes d'enfance, ils ont commencé à écrire le scénario de Superbad à 13 ans. Et je sais que Mathieu, toi, t'as vu Superbad après que je t'ai conseillé pendant très longtemps, mais Superbad, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment une C'est des très drôle, meilleures ça marche très, très comédies. C'est donc pas super mauvais. C'est fini les titres québécois, Marjorie. Hein. Tu m'énerves, Marjorie. Non, Superbad, c'est vraiment trop bien. Et en plus, il y a Michael Cera et Jonah Hill. Et ils sont trop bien dans ce qu'ils font. Il y a Emma Stone au début de sa carrière. Et non, franchement, ceux qui n'ont pas Au vu... Québec, c'est super malade. Oh là là. Bah, en France, c'est super grave. Les tueurs. Oui. Donc, Non, mais en France, on est pas mal aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Bah voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Night Before. Et je vous laisse entamer... Et oui, tout à fait. Donc c'est un film en plus que tu portes dans ton cœur parce que tu le vois à chaque Noël avec un ami, c'est ça? Ça, je le garde pour Tu le ma gardes pour critique. après. D'accord. Est-ce que tu te sens bien, Seb? Est-ce que ça va? Comment tu vas là? Ok, Marjorie, je sens le ton condescendant. Ok, parce que ça va pas durer. Dans le film, il y a une fausse alerte d'accouchement à un moment donné. Il y a un personnage, on pense qu'il va accoucher. En fait, c'est pas pour tout de suite. Je trouve que c'est une très belle mise en abîme du film lui-même. Ce film est une fausse alerte constante. À chaque scène, je me disais, il va peut-être se passer un truc. Et non, c'est perdu, c'est raté. Encore raté, Jonathan. Donc, c'est l'histoire de 3 potes qui s'apprêtent à fêter leur ultime Noël sous coke et sous weed en mémoire du bon vieux temps et qui risquent à tout moment de déraper. Ça pue le very bad trip et ça me plaît. Voilà, j'avais beaucoup apprécié cette comédie et ce type d'humour un peu potage. Ça fonctionne très bien sur moi, donc je suis censée être le public. Mais alors, ce film, c'est un chaton qui serait passé sous un camion, quoi. On a rarement vu aussi plat. Le film ne tient pas du tout sa promesse implicite de début de film, qui est que ça peut potentiellement déraper à tout moment. Je trouve qu'il n'y a aucune connerie qui est assez excessive pour déclencher un rire chez moi. Le problème principal, s'il faut essayer d'en identifier un, ce serait peut-être l'intrigue qui tourne autour de la fête. Donc, pour rappel, les 3 rêvent de se rendre à une fête tenue secrète le jour de Noël. Par le plus grand des hasards, un des personnages chope 3 places. Mais voilà, c'est la suspension d'incrédulité qui marche plutôt bien. Et donc, on comprend que c'est le Saint Graal, cette fête, ok? C'est vraiment, il faut absolument y aller. Il y a probablement de la drogue, de l'alcool, peut-être Clinton qui sniffe de la coke sur les cuisses d'une go-go danseuse. Il faut absolument aller à cette fête. The Nutcracker Ball. Exactement, The Nutcracker Ball. Et attention, pas The Nutcracker Balls, qui est un autre film. Que Mathieu apprécie tout particulièrement. Et alors là, je me dis, il y a 3 possibilités. Soit la fête est à la hauteur de leurs attentes, voire au-delà, et ça peut donner lieu à des excès en tout genre qui vont profiter au film et à la comédie. Soit la fête est nulle à chier, et c'est aussi un ressort comique que ça déjoue complètement les attentes et un peu la tension que tu as créée autour. Soit, et je pensais que le film allait faire ça, les 3 gars ne se rendent jamais à la fête parce qu'à cause de leur mésaventure, ils accumulent du retard et du coup, ils peuvent jamais y aller. Mais au final, ils se rendent compte qu'ils passent quand même un beau Noël et tout le merdier, tout ça. Et non, rien de tout ça. La fête en question est moyenne. On est dans un hangar, il y a Miley Cyrus qui, pas très bien sapé, qui fait un coucou. Donc vraiment, un peu à l'image du film, tout est moyen. Et du coup, ça décolle jamais vraiment. L'histoire se construit autour d'un faux crescendo de malchance, mais je trouve que c'est pas dingue ce qui leur arrive. Et du coup, ça fonctionne pas, l'humour sur moi. Le pire qui arrive à un personnage, c'est quand, à un moment donné, il perd son téléphone parce qu'il veut pas que sa femme tombe sur une vidéo gênante de lui, vidéo qu'il finira par lui montrer de lui-même à la fin du film, donc ça n'a aucun impact. Bon, maintenant que je suis en train d'atomiser le film, je vais quand même essayer d'en tirer un peu du positif.
J'ai trouvé certaines thématiques abordées assez intéressantes, notamment celle de la peur d'une future parentalité du point de vue du père. J'ai bien aimé la scène de la messe aussi, avec Seth Rogen défoncé qui vomit au milieu d'une église. Peut-être la scène que je sauverais de ce film. Là, j'ai trouvé que c'était vaguement marrant. Sinon, si vous avez envie de voir Joseph Gordon-Levitt en pull de Noël, foncez. Et je trouve que pour le reste, ça vaut pas trop le détour. Désolé Seb, la sauce n'a pas pris. C'est pas grave. Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien que t'aies dit que t'allais un petit peu défoncer le film parce que je trouve que t'as été soft. Oh la vache. Donc, Presque il s'est craqué les doigts un déjà, peu là, comme ça. pour reprendre ton argument sur Fatman, 1h30 de jeu d'acteur de merde, c'est un peu ce film, non Seb? Bah... Non mais... Ça démarre fort, oh là là. Arrêtez de me dire... Je vais tout dire dans ma critique après. Premier point sur le film en termes de tournage, ils l'ont tourné au mois d'août pour un film de Noël. Est-ce que c'est pas un peu Random Movies? C'est bien. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça inutilement gras, sans aucune recherche formelle ou narrative, sans réelle implication des acteurs, sauf peut-être Seth Rogen, mais parce que lui, il fait toujours le taf en comédie. C'est forcément un bon acteur, et que je pense qu'il est content de pouvoir dire des conneries à l'image, surtout quand la plupart des blagues sont improvisées. Parce que toutes les blagues quasiment sont improvisées, il n'y a que la partie dramatique qui est écrite. Ça se sent. Donc, c'est tous les poncifs d'une comédie de base, mais sans les gags qui marche. C'est-à-dire qu'on a Seth Rogen, qui est d'ailleurs pour moi le seul bon acteur des trois, qui est excellent autant en comédie qu'en drame, parce qu'il a un vrai tempo comique ou vraiment de la retenue quand il faut. Donc je pense vraiment que c'est un excellent acteur. Regardez-le dans Pam et Tommy, là, qui est sorti récemment sur Disney+, il est super. Joseph Gordon-Levitt, que je trouve foncièrement jamais très bon, mais alors en comédie, c'est un enfer. Et j'ai vraiment cru au début, comme il est mort à l'intérieur, que je regardais 50-50 et qu'on venait de lui diagnostiquer le cancer. Pas le personnage, l'acteur. Et Anthony Mackie, je pense que sa carrière actuelle de second Capitaine America résume bien le mec, en fait. C'est l'éternel deuxième, celui qui court derrière les autres, qui a besoin de stéroïdes pour pouvoir les rattraper, et qui est mauvais. Il est mauvais tout le temps, il a jamais été bon. À part peut-être dans Pain and Gain, mais bon, il doit jouer un débile sous stéroïdes, donc voilà. Mais il est mauvais. Tous les autres, j'en ai rien à foutre du casting. C'est pour vous dire, je trouve que Miley Cyrus est presque la meilleure actrice du film. Oh la vache. Donc, c'est un poncif qu'on va répéter, mais la comédie, c'est vraiment le truc le plus dur à écrire et à jouer. Parce que c'est très simple de faire pleurer, mais c'est très dur de faire rire. Et là, typiquement, ça marche pas du tout, parce que comme l'a dit Marjorie, ça va jamais assez loin, ou ça va toujours trop loin. Ils sont soit directement au niveau 10, alors qu'il n'y a pas de raison d'être autant haut dans la blague, il n'y a pas de crescendo, soit t'as l'impression qu'ils sont au crescendo. Cette scène dans la boîte où il se trouve par un enchaînement, Seth Rogen, qui est juif dans le film, à crucifier celui qui est considéré comme le messie du sport, et il le crucifie vraiment sur le mur. Il y a un enchaînement débile qui m'a commencé à me faire rire, et en fait, ça s'arrête au bout de 2 gags. Et du coup, ça marche pas du tout. C'est juste mauvais. C'est juste mauvais. Michael Shannon, c'est un enfer. Tous les rôles secondaires, c'est un enfer. Le scénario en lui-même, c'est-à-dire que juste la quête d'aller à une soirée, et une fois que tu vas à la soirée, tu te rends compte qu'il se passe rien et que tout le monde s'en fout, c'est un enfer. L'engueulade de fin pour que finalement les bons copains ils se retrouvent, c'est un enfer. La vidéo qui doit finir par montrer à sa femme, et sa femme s'en fout, ça n'a aucun impact, c'est très mauvais aussi. C'est-à-dire, pourquoi il montre cette vidéo? Enfin, il suffit de la supprimer, c'est débile. James Franco qui passe une tête pour montrer sa bite, je suis désolé, ça a mal vieilli, ça. Ça a très très mal vieilli. Et Ou qui passe une bite pour montrer sa tête, ça dépend. Ou qui passe une bite pour montrer sa tête, exactement. C'est vrai que c'est plus dans ce sens-là. Exactement. Et donc, l'immense problème de ce film-là, je m'étais déjà dit à l'époque, quand je l'avais vu passer, que ça avait pas l'air drôle et que je voulais pas me l'infliger. Bon, des fois, il faut écouter son moi du passé, les enfants. C'est que des acteurs de drame qu'on a mis en comédie, en tout cas dans les 3 ou 4 premiers, à part Seth Rogen. Et c'est là où tu te rends compte que quelqu'un qui est bon dans le registre dramatique, si on prend très largement le drame, comme Charlize Theron par exemple pour The Long Shot, ils sont souvent à chier en comédie. Tu prends De Niro, tu prends tous ces mecs-là, quand ils font de la comédie, c'est assez pitoyable. Par contre, un acteur comique, quand tu le mets en drame, c'est un peu l'effet de Chaupontin cliché, il est généralement très bon. Mais ça dépend. Il y a quelques petites exceptions. Non, mais il n'y a pas quelques petites exceptions. Mais regarde Gordon-Levitt, il est mauvais. Foncièrement, Oui, il a aucun tempo comique. Mais oui, mais il y a des bons acteurs qui peuvent tout faire, tu vois, genre Brad Pitt, il a commencé dans le drame, c'est un très bon acteur comique aussi. Oui, il y a des exceptions, parce que je dis, en général. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, elle peut être très très drôle, par exemple, Ouais. aussi. Emma Stone, elle peut être très très drôle aussi. Enfin, c'est pas un... Enfin, moi, Emma Stone a commencé en comédie, elle est passée au drame après. Oui, mais elle a commencé, elle a fait 2 comédies. Elle a fait Superbad et A Easy Plus A. Girl, Easy A, puis après elle a directement fait du drame. Alors Ouais, maintenant, mais c'est remis en une comédie. au départ, c'est bien ce que je te dis. Ouais, mais genre... Mais voilà, c'est pour moi un des pires trucs qu'on ait dû regarder dans ce podcast, Seb. Et je me demande vraiment comment t'as passé toutes tes Noëls. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as vu, déjà t'es pas investi, mais te dire, je vais peut-être le revoir. C'est pas possible. Et j'adore Seth Rogen, j'adore Evan Goldberg, qui sont pour moi des producteurs et scénaristes actuels en série qui font dans ce qu'il y a de mieux. Ils sont derrière The Boys, ils sont derrière Preacher, ils sont derrière plein de choses super. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Vraiment, c'est un des pires trucs que tu nous as fait voir. Là, on a besoin d'explications. Et on a vu des trucs pas ouf, hein.
Alors, On a vu tous mes films, donc c'est pour alors, vous dire. bon, déjà, je dirais que je trouve que c'est même pas le pire film qu'on a à voir dans cette émission aujourd'hui. Mais bon, à la fin de l'épisode passé, ça va faire débat. j'ai effectivement dit que j'aimais bien ce film quand j'étais jeune et que je le regardais chaque Noël quand j'étais jeune, ok? J'ai cru que c'était encore d'actualité. Non. C'est sûr que c'est ça, mais tu t'es ravisé en cours de l'émission. Et bah du coup, je me dis qu'il m'en fallait quand même pas beaucoup en fait, hein. Parce que c'est l'archétype du film humoristique qui va enchaîner les blagues jusqu'à la fin en espérant faire mouche le plus de fois possible. Mais pendant les 30 premières minutes, il n'y a pas de blague. Il se passe rien. Et qu'est-ce que c'est long de voir un film qui met en place son concept sans être capable de rien raconter. Déjà, moi, ce trope de Noël, alors, je sais qu'ils essaient de parodier ça, mais du truc qui fait semblant d'être un livre de Noël avec des phrases en rime et tout ça, je trouve ça d'un chiantos. Et genre, là, ils le font même pas bien. Enfin, non, j'ai trouvé ça assez chiant. Contrairement à Mathieu, moi, je trouve que Joseph Gordon-Levitt, c'est un bête d'acteur en temps normal. Je trouve pas forcément qu'il joue. En fait, il joue pas dans le Il film. a tout le temps la même expression, mais dans tous ses films, j'ai Non, l'impression. alors par contre, vous allez vous calmer sur Joseph Gordon-Levitt, mec. C'est un super bon acteur. Genre de base, moi je trouve que vraiment, c'est un très très bon acteur. Mais là, il joue pas. Il en a rien à foutre. Je vois vraiment un gars qui dit « Je suis venu pour le cachet, mais bon, après je me casse ». Anthony Mackie, Mathieu, il a un peu avancé. Bon, en même temps, je l'ai pas vu dans énormément de trucs, mis à part les Avengers, No Pain No Gain, où il fait un peu le même. Enfin voilà, il joue un sportif un peu taré, donc je sais pas s'il joue bien. Et j'ai vu son truc de banker qui était un peu pété pour un rôle. C'était vraiment un rôle qui était écrit pour lui. C'était un peu pété. Donc moi je trouve que Anthony Mackie c'est pas un très bon acteur, mais j'ai pas beaucoup. Il est dans un parlé. épisode de Black Mirror, je reviens avec cette série. Oui. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. Voilà. Donc peut-être il a la eu décharge une de l'acteur, on fulgurance. sait pas si c'est Black Mirror ou Anthony Mackie. Hein. Les deux. Du coup, étant donné que l'histoire elle est ultra linéaire, on sait très bien où ça va, et rien dans la mise en scène ou dans le scénario vient nous étonner ou modifier les attentes qu'on se fait dès les 2 premières minutes de film. Certaines scènes, elles ont aucun sens, et je pense aux scènes musicales. Il y a 3 placements de musique, donc intradiégétiques, donc des personnages du film qui vont faire de la musique qui n'ont aucun sens. Et je pense vraiment qu'ils sont pas drôles. Enfin, le problème, c'est qu'on peut faire comme un peu de la comédie musicale ou tout ça. Des fois, c'est drôle de faire des scènes musicales ou des fois, c'est impressionnant. Mais là, elles sont ni drôles ni impressionnantes. Alors, j'adore Runaway de Kanye West, mais cette scène qu'est-ce qu'elle apporte? On voit juste 3 gars en train de chanter Runaway et c'est pas impressionnant, c'est pas drôle, ça amène rien du tout. Ça peut construire un peu de la complicité entre eux, mais tu la mets une fois au début, après c'est bon, tu fais pas si long que ça. Même, t'as l'impression qu'il y a une Comme complicité. ils ont des étapes à passer chaque année, il y a un moment karaoké. Si on voyait pas le karaoké, je pense qu'ils estimeraient pour le film qu'on a raté une scène. Mais c'est vrai qu'elle pourrait au moins être drôle à défaut d'être bien chantée. Puis là, il y a un truc un peu genre un regard entre Seth Rogen et puis Gordon Levitt dès qu'il commence à jouer le début de. Franchement, elle est lunaire cette scène. Et puis bon, Mackie qui arrive avec son truc, qui fait genre c'est lui qui chante. Je sais pas. Ça n'apporte absolument rien pour moi dans le film. Et même pire, ça casse le rythme. Niveau mise en scène, bon, ça va se retrouver sur tous les films de cet épisode. Vide intersidéral, il y a absolument rien. Pire que ça, je trouve qu'il y a des vrais problèmes de construction et de maîtrise de choses qui paraissent notamment simples, enfin qui paraissent assez simples. Par exemple, les scènes de dialogue à plusieurs où on se repère pas spatialement. Et je trouvais que c'était une folie de film. La règle des 180 degrés qui est éclatée un dialogue sur 2. À partir du moment où il y a plus que 2 personnages, il ne sait plus où mettre sa caméra. Et je suis là, mais attends, mais t'as fait une école de film, mon pote. Enfin, tu t'es censé savoir. Oui, il a dans la même école que ceux qui ont réalisé Fatman, peut-être. Ouais, peut-être. C'était les 3 cancres au fond de leur film. Ouais. Donc, bon, après, en fait, je vais quand même dire, c'est un mauvais film, mais c'est pas un film comme Fatman qui était un calvaire à regarder. Et ça, il y a une seule raison, c'est Seth Rogen. Parce que Seth Rogen, ça marche. Enfin, c'est le seul rôle qui marche. Il sait jouer. Avec le rôle qu'il joue, on pourrait facilement tomber dans un truc une performance ultra too much ou redondante. Mais Seth Rogen, il sait le jouer. Il a ce timing comique. Il joue un gars défoncé tout le long. Il est transpirant. Il est à côté de ses pompes. Moi, je trouve que ça marche bien avec Seth Rogen. Et du coup, les scènes où il y a Seth Rogen, ça porte un peu le film. Le reste, c'est assez affreux. Mais bon. Il y a aussi Gillian Bell qui joue la femme de Rogen, que je trouve toujours plutôt drôle.
là, ça marche un peu. Mais par exemple, dans 22 Jump Street, elle jouait la coloc de la fille de Ice Cube que John Hill se tapait. Et elle était ultra drôle. Si vous n'avez pas vu 22 Jump Street... Moi, je l'aime en assez vrai, bien dans ce film. Hein. Je la trouve pas mal encore. dans The Night Before? Ouais, je trouve. Moi, je trouve qu'elle a justement un humour qui répond bien avec celui de Seth Rogen, un peu sur le cringe, un peu Mais sur le problème, il n'est pas sur le jeu pour les deux là que tu dis. Il est sur la construction entre les deux. C'est-à-dire qu'elle, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher. Elle laisse Seth Rogen partir en soirée parce que c'est la soirée traditionnelle qu'il fait avec ses potes. Avec Et un pour une petit raison pack de drogue. obscure, elle lui file une boîte dans laquelle il y a la moitié des drogues trouvables dans New York. Et ça permet de justifier que Rogen va jouer le mec défoncé. Mais narrativement, ça n'a pas de sens. Mais en gros, il le raconte. Bon, c'est clairement pour l'effet comique, mais en gros, ce qui se passe, c'est que Rogen, il a peur d'être père, mais il l'a jamais dit. Enfin, Oui, j'ai vu le film, genre, c'est pas très subtil, oui, mais à la limite, tu dis, chérie, t'as pris beaucoup sur toi, tiens, la bouteille d'alcool, par exemple, que tu adores, j'ai pensé à te la prendre, comme ça, t'auras quelque chose de bien. on s'en fout, pas c'est un de pack de l'absurde. drogue. Mais on s'en fout, c'est de l'absurde de toute façon. Tu vas bientôt pas être papa, c'est prends pas un sûr, petit c'est de la tas, merde. ça te fera du Mais bien. bien sûr que ça joue sur l'absurde. Oui, Mathieu, genre, que tu veux ou pas, c'est pas bien géré, ça reste de l'absurde. On s'en fout de oui, elle lui propose de la drogue, ça n'a aucun sens. Il y a toutes les drogues du monde dans un petit paquet. Mais c'est la seule question que je disais qui était intéressante pour moi, c'est genre justement où il s'est conduit en homme qui a pas peur tout le long et qui lui dit à la fin, ah mais enfin, je suis content que tu montres que tu as peur parce que enfin, je pensais que j'étais folle quoi. Non, ça c'était chouette. Ouais. C'est une question qui est évacuée mais en 42 secondes. Non, bah alors voilà, en définitive. Encore une fois, c'est un film assez balèque. Hein. Mais du coup, genre, il est pas vraiment drôle. Il y a Enfin, si vous voulez voir des films absurdes dans le genre, il y a absolument une centaine de films à voir dans ce style. Même dans les films de Rogen, il y a absolument tous ces films. Je vous parlais avant de l'interview qui tue et This Is the End. Moi, c'est des films qui me font rire. Mais celui-là, non, ne m'a pas fait rire. Et mais encore une fois, si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez regarder un film de Noël. Non, moi je suis pas d'accord. Faut arrêter de pousser les gens à regarder de la merde. Non, bah voilà, on a un podcast de culture, si vous êtes on se tient un petit peu. Si vous êtes comme Léo et que vous devez monter un podcast, vous pouvez mettre ce film devant, vous allez rien perdre à l'intrigue. Non, mais quand tu te vides trop la tête, tu meurs. Hein, c'est débile. Il faut pas faire ça. Vraiment. Non. Par contre, moi, j'ai une théorie pour ce film que j'ai pensé pendant que t'en parlais. Au vu du cast des scénaristes et tout ça, est-ce que c'est pas une continuité d'une série de sketchs qu'il y aurait eu au SNL ou sur Comedy Central et où on n'a pas la ref? Parce que tu vois, ces moments où ils chantent, où il y a une espèce de regard, ces scènes qui sont un peu absurdes, j'ai l'impression que c'est presque une continuité de sketch, un peu comme si Chabat avait fait un film à partir des bouts qu'il y avait dans Burger Quiz, tu vois. En fait, ce film, c'est une vaste blague, on n'est pas dedans, quoi. Mais il y a un peu de ça. Le casting, il est pas genre parce que Anthony Mackie et puis Joseph Gordon-Levitt, c'est pas vraiment des humoristes. Non, mais Joseph Gordon-Levitt, il vient de 50-50, puis Anthony Mackie, je sais pas. Des humoristes ou des humoristes, pardon, Seb? je sais, j'arrive pas à dire ce mot, humoriste, pardon. Non, mais c'est pas vraiment des. Je me suis demandé, moi, s'il n'y avait pas une base de sketch, et puis voilà. Mais bref, non, moi, je vous conseille pas ce film, hein, récemment. Mais, et Léo, qu'est-ce que tu en as pensé de The Night Before? Là, moi, je suis vraiment du côté de Seb, dans le sens où j'ai découvert ce film tôt, quand j'avais 14-15 ans. Et évidemment qu'à 14-15 ans, c'est trop drôle. Et t'as encore pas vécu grand-chose. Et du coup, c'est genre, oh, il a un paquet de drogue. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, il est juste défoncé de fou. Et genre, c'est globalement juste ça. Et c'est vrai que c'est juste genre Seth Rogen qui me fait marrer. C'est vrai que du coup, le reste du film, j'en ai pas grand chose à foutre. Pour moi, genre, c'est vraiment juste. Tout le reste du film représente juste une scène pour que Seth Rogen genre fasse des blagues qui me fassent marrer. Genre. Et pour moi, c'est juste ça. Ce film. C'est vrai, tout le film est un prétexte. C'est vraiment un prétexte juste pour que genre il soit là et qu'il louche sa race dans la limousine et que genre il soit totalement du père et que moi c'est juste ça qui me fait rire. Contrer les effets d'une drogue avec une autre. C'est trop drôle. Ouais. Non, là je monte trop, faut que je prenne de la coke. Faut que j'annule la coke avec des champignons. Ça, j'avoue que c'est un peu drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est comme quand il a un tout petit joint. Là, ouais, parce qu'en fait, ma femme elle m'a donné un espèce de petit pack, mais elle sait pas trop bien le truc des drogues. Les quantités et tout. Il y a quelques blagues qui sont drôle, genre moi je vois le truc où Anthony Mackie il a une relation sexuelle avec une femme et elle lui vole la bœuf qu'il était censé donner à un jour de football et il essaie de la rattraper mais elle lui met des billes sous les pieds. À la Home Alone, ouais. Anthony Mackie tombe et fait "That bitch home alone me". C'est une blague, je l'ai trouvé drôle. C'est vrai qu'elle est drôle. En français ça donne quoi? Cette connasse, ma maman, j'ai raté l'avion. Mais tu vois, genre maman, j'ai raté l'avion. Oui, okay. Voilà, raté l'avion. Et ça, j'ai trouvé drôle. Mais non, mais le film, globalement, on est d'accord. Oui, non, mais voilà. Ok, j'avais cru comprendre que c'était une tradition encore actuelle pour toi, Seb, de regarder le film chaque Noël. Et c'est une amitié qui tient bien avec ton pote. Hein. On fait des coucou à Jonah. Mais alors vraiment, on se demande comment ça tient cette amitié. Non, mais du coup, tu le regardes plus maintenant. C'est l'équivalent d'un concours de shot le lundi matin. C'est vraiment pas très bon. C'est vraiment pas très bon, quoi. Mais
je trouve qu'il n'est pas impossible à regarder. C'est pas un enfer à voir pour moi. Je suis assez d'accord. Écoutez, vous pouvez découvrir ce film par vous-même ou vous faire un propre avis, sachant qu'il n'est pas sur le Netflix francophone. Il était compliqué à Non, trouver. c'est vrai. Moi, j'ai un peu galéré. Il est sur Netflix, mais genre, il n'y a pas de sous-titre anglais, il n'y a pas de sous-titre français, Oui, bah oui. pas de version française. Enfin, Ouais, il y a il est sur Netflix mais une américain, version du coup. portugaise, par contre. Enfin, voilà, ça, on a fini avec The Night Before. Et avant de passer au troisième film, nous avons une petite surprise. Un petit jeu Noël-friendly, si je peux dire, puisque nous allons faire un Secret Santa. Seb, tu nous expliques ce que c'est un Secret Santa? Alors, donc, on a mis sur une application les noms de chaque personne et en fait, on va s'offrir des cadeaux de Noël, mais on ne sait pas de qui on va les recevoir. Moi, je sais à qui je vais l'offrir. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de déballer ensemble pour que vous puissiez entendre nos magnifiques cadeaux. Et en plus- Après, espérons que tout le monde a pris son cadeau. On espère que tout le monde a compris que c'était genre pour aujourd'hui et que c'était à l'enregistrement le cadeau. Donc, Léo, tu vas ouvrir... tu vas... Je vais évidemment offrir mon Tu cadeau vas à la offrir ton personne cadeau, tu commences. que j'ai drawn. Et c'est vrai que j'ai pas du tout compris qu'on voulait faire ça en live. Moi, juste, on se tapait des barres avec Seb au téléphone et c'est pas du tout donc ce que j'ai compris. Parce qu'il y a encore une Toi, tu leçon t'es dit, on va de- faire un Secret Santa au mois d'août alors Mais qu'on oui. enregistre l'épisode de Noël, Mais mais parce je vais que- pas prendre le cadeau, c'est sûrement pas pour cette occasion. Moi, Putain. j'ai pas dit que j'avais pas pris le cadeau, c'est juste que en 3 jours, c'est compliqué d'organiser ce genre de choses. J'étais pas très là, voilà, c'était pas évident. Mais ouais, moi je trouve que c'est suffisamment absurde d'organiser un Secret Santa en août. J'ai pas besoin qu'on fasse ça pour le podcast. Mais voilà, du coup, bah j'ai pas. Ok, j'ai pas on mon attend cadeau. l'avis. Maintenant, Bah, du coup, Léo, pour casser le suspense, peut-être tu commences. Je commence. Par qui t'as tiré Toi, c'est Sébastien. Sébastien. sûr. Bah oui, bien sûr. Et Léo, tu vas nous décrire le cadeau. Non, parce que je ne l'ai pas encore. non, parce donc que je vais pas- là, Léo passe le cadeau à Seb, Seb Oh, déchire oh, le cadeau. Oh, mais c'est rien. C'est Oh rien bah du tout. alors Attends, C'est une le fait cigarette. que- Un C'est kebab. le fait que Léo ait regardé les 3 films. Exactement. Et C'est les la royalties magie du Noël. podcast. C'est le miracle de Noël. Ok, bah merci Léo pour ton cadeau. Mais mec. avec plaisir, je Mais te est-ce l'enverrai. que tu vas quand même nous faire des petits indices sur ce que c'était ou bien tu vas lui offrir Non, je lui plus tard offrirai. Et Il est en train de commander, là, je vois, il est sur Amazon. Ouais, bien sûr. Exactement. Alors, moi j'ai un cadeau que je vais offrir. Alors, avant que tu Seb, c'est- l'offres, il faut le storytelling autour de ce cadeau. Alors, La donc, version méga courte, hein, juste. voilà. Donc, c'était une galère. J'étais chez ma mère cette nuit. J'ai oublié le cadeau ce matin que je devais offrir. Mais j'avais un truc dans ma valise que je décide d'offrir sous certaines conditions à Marjorie. Sous certaines conditions. Vous vous rendez pas compte, mais À le condition que cadeau... tu le rendes C'est un derrière. très gros Alors, colis. non, je vais expliquer directement la condition à Marjorie, c'est-à-dire que je suis en colocation avec le copain de Marjorie et la condition c'est, s'il te plaît, utilise-le dans l'appartement chez nous, merci. Ok, ça marche. Oh, la machine à confetti, le truc bien relou, tu Ce qui est sais. génial, c'est que C'est c'est... l'imprimante. Pour vous représenter, c'est un cadeau emballé dans des feuilles A4. Qu'est-ce Est-ce que que c'est c'est pas beau la l'Inception magie du de cadeau? Noël. Si c'est une imprimante, c'est Inception. Hein. C'est vrai, si c'est. Ouais. C'est une imprimante. Non, c'est un snack maker. Un snack maker 3-in-1. Pourquoi t'as ça dans ta valise? Alors, ouais. Ah, c'est une machine à panini, genre. Ouais. Ah, c'est bien. Pourquoi t'as ça dans ta valise? Non, mais pose pas de questions, c'était pour Marjorie. Ce qui est cool, c'est que c'est un cadeau pour mon copain et pas pour moi. Merci Seb. Y a pas de souci. Et bon anniversaire, Marjorie, bien sûr. Et joyeux Merci. Noël. Un Et peu du le coup, daron qui offre le dernier jeu vidéo à son petit qui est trop jeune, tu sais. C'est ça. Et du coup, Seb, c'est quand le vrai cadeau pour moi? T'inquiète, il arrive la semaine prochaine, samedi prochain, là, normalement. En vrai, c'est vraiment sympa. Ah, c'est cool. J'ai hâte d'utiliser. On peut faire des gaufres, des croque-monsieur, Panini. quelle des dinguerie. croque-monsieur longs. Ah, des panini, pardon. Oh, c'est le retour de la tati pour Noël. Elle a pris les assiettes en carton, elle les a lavées. Monsieur Long. Pourquoi c'est écrit Carmen sur le carton? Non, pose pas de questions. Très bien. C'était pour Oh, ton le plan cul d'hier cadeau. soir ou bien? Arrête, Ce qui est vrai, arrête. c'est qu'on a une belle boucle bien ronde et tout pour l'instant. Une belle boucle bien ronde. Merci Mathieu. Ah, toi, va prendre un panini long, toi, tu m'as l'air un peu faible. Bah Mathieu, puisque t'as la boca un petit peu là depuis tout à l'heure, Oh là là. j'ai un cadeau pour toi. C'est une chute de Marjorie dans la On a neige. perdu, on va remplir pour Marjorie. Ah, un cadeau que tu vas adorer puisqu'il est complètement dans ta DA. Donc, je m'en vais tout de suite le chercher. Donc, c'est un pour vous le décrire. Ils ont les mêmes. Attendez, mêmes pour vous emballages, du coup. expliquer. Les mêmes emballages, ouais, c'est important. Ah, ils ont les deux des emballages violets avec des glaces à l'eau dessus. Ah oui, les Vous glaces. savez, Parce qu'on est allé dans le même magasin, ça me termine. Bon, alors Mathieu, cadeau, il y a 2 petits cadeaux à l'intérieur. C'est pour toi. Toi, t'imagines recevoir un cadeau, mec?
Je vais vous lire l'étiquette, Ça, c'est je te écrit promets. j'adore, c'est quoi? Je te promets, Seb, que tu vas adorer ton cadeau. Et il y a une raison pour laquelle il prend du temps à venir. Ce qui est fabuleux, c'est que je suis sûr que Ah, il j'ai y a deux trucs. Bah, tourne-le, Je voilà. suis sûr, j'ai pas encore ouvert que je pense que j'ai dû voir ces trucs-là et me dire bonne idée ou pas? Si on se fait faire la même chose, Ah c'est putain, génial. bonne idée ou pas? Ouais. J'ai vu la même chose, je me suis dit bonne idée ou pas? C'est des piles. Ah non. Alors, c'est Oh, des des emporte-pieds. c'est des emporte-pièces de biscuits en forme de licorne, ce que je trouve être une putain d'idée. Et c'est des masques tissus pour les cernes. C'est une putain de bonne idée, Marjorie. Merci beaucoup. Mais de rien. Je me suis dit. En plus, je manquais d'emporte-pièces en forme de licorne. Et de masques Mais tissus pour tu les me le cernes. dis souvent, là, encore l'autre jour en buvant un café, putain, mais Marjorie, je manque de porte-pièces pour faire des biscuits en forme de En forme licorne. de licorne. tu apprécierais notamment le moule de la corne que je trouve très... C'est vrai que On dirait- vous vous êtes souvent dit, oh là là, quand je fais des licornes, je ne fais que des chevaux. Et ben, désormais, c'est possible avec le moule en forme uniquement de corne. Évidemment, Bon. on va Il prendre y a des aussi une photos. forme en arc-en-ciel avec Oui, les nuages, oui. mais si t'as pas le dessin dans le fond, tu sais pas ce que c'est. Non, mais C'est vrai. vous retrouvez les photos des cadeaux sur le compte Instagram. Oui, on va clairement Sur mettre sur Insta. Et vous trouverez surtout le cadeau de Seb sur le compte Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à notre compte Insta. Abonnez-vous. Nous sommes à l'heure actuelle au nombre de 70. Donc, 70. venez avant que le podcast perce. Avec deux hauts Pour movies. dire que c'était mieux avant, du coup. Surtout, c'est important. Ça. Et ouais, bah ouais. soyez des puristes. Soyez des puristes. Soyez nos puristes à nous. Du coup, moi, je suis dans le même magasin que Visiblement. Marjorie parce que ça m'a fait beaucoup rire sur le groupe quand on envoyé ça parce que du coup, Léo, dans l'application qu'a utilisé Seb pour nous faire tirer le Secret Santa, tu pouvais mettre des wishlists. Et Léo, il a mis une wishlist de gros bâtard, c'est qu'il est parti dans des ordinateurs à 5000 balles, du matériel de son à 200 balles, une armure médiévale. Une armure médiévale. Elle est Il y avait- excellente. Il y avait un jacuzzi, il y avait plein de trucs approches. Là, C'est trop en drôle. vrai, c'est trop fort. Si j'étais riche, mais clairement, je lui prends un jacuzzi et je débarquais avec cette merde. Du coup, c'est pas un jacuzzi. C'est pas un jacuzzi. Est-ce que c'est Ou une un armure très très petit médiévale? jacuzzi. C'est un jacuzzi de doigts. Un finger jacuzzi. En vrai, je serais trop chaud d'un finger jacuzzi. Alors Marjorie, c'est là qu'on se connaît bien. Il y a aussi deux petits cadeaux Ah. du même magasin avec le même papier, Mais avec le est-ce même que tu es aussi allé un samedi vers 14h? Ah non, c'est pas croisé. J'ai dû aller, non, j'ai dit jeudi, vendredi. J'aurais adoré. Oh! Ah, j'ai failli t'acheter ça! Tant mieux que je t'ai pas acheté ça. Waouh. J'ai entre mes mains une magnifique paire de chaussettes avec écrit I love my job. Just kidding. Est-ce que tu essaies de nous passer un message, Léo? What the fuck? C'est quoi? C'est des chewing-gums, C'est des mais chewing-gums je trouve la avec boîte écrit- drôle. Is that gum in your pocket or a small rectangular penis? C'est une super bonne question, c'est une super bonne question. Merci beaucoup, Mathieu. c'est J'adore vrai parce que, comme j'y suis allée la veille, je sais du coup un peu la spécialisation du magasin. T'as vraiment été au premier stand à l'entrée. Non, je suis resté Tu t'es grave 35 minutes dans ce putain de magasin. Oh, J'ai wow. tout retourné, j'ai Quel tout effort. essayé. Je suis là. Est-ce qu'il y a des Lego complètement débiles et trop gros? J'aurais Non. tellement aimé. Est-ce qu'il y a des trucs en licorne trop débiles et trop gros? J'aurais Non, j'ai pas tellement vu aimé. ça. Ah ouais, J'ai tant pas mieux. vu les moules. Ça aurait été très drôle qu'on Et je apporte cherchais les mêmes plein de moules. trucs, je me dis, est-ce que je prends un immense Jésus en tableau que je le force à accrocher chez lui? Après, je me dis, oh, peut-être ça le fera pas rire. Ah, si, si. Et j'ai rien trouvé d'assez débile et assez gros. Un Jésus gonflable. Jésus gonflable. Et Mais Oh, merci wow. beaucoup, Mathieu, pour ces fiers cadeaux. J'ai hâte de porter cette paire de chaussettes à chaque tournage dorénavant. mais il y a quand même des moments où tu vas être obligé de faire du taf alimentaire. Donc, tu auras le I love my job qui dépasse, puis le just kidding qui sera dans la chaussure. Oh là là, mais c'est pas top. des birks, c'est tout. Mais Sinon, pas t'as des cramé. birks. Alors, pour le coup, birk chaussettes, je pense que non, je fais pas trop souvent ça. Seb, un petit commentaire? Non, tranquille. Allez, on enchaîne. Ah, c'était vraiment chouette. J'ai envie d'en faire à chaque épisode. Mais ça coûte de l'argent, cette merde. Mais on a quand même Non. envie d'en faire. On espère que c'était sympa à écouter des gens qui déballent des cadeaux. Ça, c'est très peu fait, finalement. C'est pas du tout auditif comme idée, je Unboxing crois. audio. On va tout de suite passer au troisième et dernier film que je propose, à savoir Violent Night. Boss, what if he really is the real? No such thing as Santa. These bad men, they're all on my naughty list. Naughty. That's naughty! And what do you do to the naughty ones? I give them a lump of coal. Where is it? I gotta watch. I believe in you, Santa. Une équipe d'élite de mercenaires fait irruption dans un complexe familial la veille de Noël, prenant tout le monde en otage à l'intérieur. Cependant, ils ne sont pas préparés à un combattant surprise, le Père Noël est sur le terrain et il n'est pas gentil. Et oui, vous l'aurez compris, j'ai retravaillé la fin du résumé.
Alors, Violent Night, film de Tommy Wirkola, un réalisateur norvégien habitué des films parodiques. Il commence la réalisation en 2007 avec Kill Bill Joe, The Film, avec un Z, c'est important. Une parodie, vous l'aurez compris, de la liste de Schindler, je plaisante, de Kill Bill, de Quentin Tarantino, qu'on ne présente plus. Il se fait remarquer un peu pour cette production et du coup, il obtient le budget nécessaire pour son deuxième film, Dead Snow. Un film qui est plutôt apprécié par la critique et le public, qui passe au festival Sundance et qui obtient plusieurs prix. Il est très apprécié notamment pour sa parodie du film d'horreur standard. Et en 2014, il écrit et réalise la suite du film qui sera aussi présenté à Sundance et qui s'intitule Dead Snow 2, le retour des zombies nazis. C'est lui. J'ai vraiment envie de voir ça. J'ai pas encore eu l'occasion. Tu l'avais pas à Dead Snow, mais tu l'as eu à Dead Snow 2. Ouais, non, mais avec les nazis. J'ai déjà vu, je crois, des images de ça. Des zombies nazis. Bon, les zombies nazis, c'est un trope. C'est un trigger chez lui. C'est un trigger chez lui. Ça, c'est Call of, ça. Putain de merde. Papy. Oh là là, Mathieu, là là arrête. Oh, putain. S'il y a un papy ici, c'est pas le mien, mais bref. Des zombies nazis qui font S'il y du a un ski. papy ici, c'est bien Mathieu. Ouais, mais moi, je suis Et pas en s'il y a un zombie. nazi ici, c'est bien Mathieu. Je suis pas en zombie. Mais je suis Pas encore. nazi. Bon. Ouais, j'ai pas eu compris. Bref, vous voyez un peu le délire du réal, quoi. C'est quelqu'un qui a bouffé beaucoup de cinéma d'horreur quand il était plus jeune et il s'amuse à faire plein de références dans ses films. Il joue avec les codes du genre sans jamais vraiment tomber dans le nanar, en flirtant un petit peu avec, mais en s'amusant beaucoup avec ces différents codes de cinéma. En tout cas, c'est le cas de Violent Night. Je suis assez surprise de la qualité de ce que j'ai vu. Je m'attendais vraiment à un énorme nanar. Mais alors attention, c'est pas parce que c'est pas si nul que c'est pas nul. C'est vraiment très différent. Et je pense que je vais pouvoir compter sur Mathieu Hessel pour nous le prouver tout à l'heure. Mais du coup, on y retrouve dans ce film ce style très parodique, très marqué, affirmé à la Wirkola. Ici, c'est l'ensemble de la légende du Père Noël qui est parodié. Et le film va recevoir un accueil critique mitigé et des résultats au box-office en dessous des attentes. Et pourtant, une suite est déjà en cours d'écriture et prévue pour 2024. Alors, je sais que vous trépignez d'impatience, mais en attendant, on a maté ce film-là. Et je vous demande, qu'est-ce que vous en avez pensé ? En 2024. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas arrêter de vivre et tu vas attendre que ça sorte dans les salles. J'hiberne. Mathieu, qu'as-tu pensé de Violent Night? Violent Night, je vais dire, parce que je galère à le faire en anglais. Ça s'ouvre sur une blague vomi. On applaudit la blague vomi. Ah, la blague potache, hein. Par excellence. Alors, on va essayer de sortir des phrases bateau où j'ai trouvé que c'était affreux, parce que j'ai trouvé que c'était affreux. Comme ça, c'est fait. Au niveau de l'humour, parce que c'est ce que tente de véhiculer le film avec un peu de gore. Vu qu'il rate les deux, je vais au moins essayer de voir un peu ce qu'il fait avec l'écriture. Il y a des blagues qui fonctionnent, notamment la blague, il y a un personnage qui se fait appeler Tragic Mike, qui je trouve est une bonne blague en tant que telle, et le fait que le personnage soit inspiré de Mark Wahlberg, puisqu'il avait dit en cas d'attentat, moi je peux prendre tous les mecs et tout, puis en fait c'est un gros nul, et Mark Wahlberg avait dit, si j'avais été dans l'avion du 11 septembre, j'aurais pu empêcher qu'il s'écrase. Il s'est rétracté en 2012. Il a fallu 11 ans pour se rendre compte que c'est une connerie. Mark Wahlberg, un cerveau et des bras. Mais ils sont inversés. Alors, sinon, l'humour est foncièrement mauvais dans la mesure où ça prépare la blague. C'est un peu ce mec qui rigole avant la chute. Du coup, tu sais que c'est nul, en fait. Ou qui bégaye pour la dire, tu vois. Du coup, tu sais que c'est pourri. Et tout le film fait ça, en fait. Et l'humour ne fonctionne pas parce que tu t'attends à la blague et ils font une blague attendue, mais soit ils la poussent pas assez loin, soit ils prennent pas le contre-pied. Et en fait, c'est juste que c'est pas drôle, simplement. Je trouve la gamine... Donc, il y a une gamine qui sert un peu de fil rouge au film, puisque c'est la seule qui croit au Père Noël. On reviendra un peu sur elle. Elle a ses deux parents qui sont séparés, qui se trouvent pile à cet endroit pendant qu'il y a une prise d'otage. La gamine est écrite avec des pieds d'enfant mort. C'est horrible. C'est très mauvais. C'est une mauvaise comédienne. Et je sais que c'est dur de diriger les enfants, mais bon, dans Anatomie d'une chute, ils y arrivent très bien. Donc, voilà, c'est pas une question de budget. C'est un rôle qui est très mal écrit. Typiquement, tout le long, je me suis dit, elle est pas un peu âgée pour être aussi crédule? Elle a au moins 10 piges, cette gamine. Et elle a non, le Père Noël, il va venir m'aider. Non, t'es une enfant de divorcée, personne va venir t'aider. Je suis trop nul pour estimer l'âge des enfants. Moi, je crois qu'elle avait genre 5-6 ans, tu sais. Non, elle est oh plus âgée là que ça. là, t'es très mauvais. Moi, je suis extrêmement Je suis mauvais. nul à chier aussi. Je suis nul à chier aussi. J'avoue que j'aurais dit, genre, je sais pas, ouais, entre 5 et genre. 5 et 10 mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a 124 mois, voyons. Ça, c'est insupportable. Je trouve qu'il y avait énormément de facilité scénaristique. Genre, le film est une facilité scénaristique, c'est-à-dire que du moment qu'il faut une embûche pour qu'il y ait de la tension, il y a l'embûche qui arrive. Du moment qu'il faut finir le film, il y a une résolution de cette même embûche. Mais c'est des embûches de Noël. Merci Marjorie, c'était plus drôle que le film. Et bravo Marjorie. Et bravo.
Typiquement, j'accepte les morts violentes avec des produits de Noël. Je trouve ça drôle. J'accepte l'étoile du sapin de Noël dans l'œil. J'accepte pas qu'elle l'électrocute. Je trouve que c'est beaucoup trop gros. C'est mal écrit. Je comprends l'idée que les pouvoirs du Père Noël sont basés sur la croyance. Et c'est pour ça que du moment qu'on ne croit plus en lui, il a plus de pouvoir. Sauf que ça arrive pile au moment où il doit s'échapper. Et ça revient pile au moment où il doit se sauver. Et ça, c'est mal écrit. Le doigt cassé dans l'espèce de casse-noisette, littéralement, voilà. Il est cassé pendant la scène, mais après, il est plus cassé du film. Ses deux mains vont très très bien. Vous avez été pudique sur cette scène, alors que c'est un film gore, mais on voit rien. Mais parce que c'est du gore, c'est du PG-13, quoi. C'est gore pour les parents, mais non, c'est des pas moments, gore ça pour... devient gore, avec le truc du clou qui arrive à travers la bouche, c'est assez gore quand même. Oui, mais c'est pas... Je sais pas, c'est entre deux mauvais qu'on a eu dans souvent des films, quoi. C'est pas très drôle et c'est pas très gore, mais ça l'est un peu trop pour être tout public, tu vois. C'est un peu, voilà. Je trouve que l'idée de la hotte, par exemple, est très bonne. La hotte qui tient un peu tout, mais c'est très mal exploité. Alors oui, c'est Mary Poppins, hein, on est bien d'accord, mais c'est très mal exploité. Je trouve que l'idée de Santa en guerrier viking, c'est une bonne idée. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de le justifier un marteau à la fin, et qui n'a pas d'intérêt non plus d'ailleurs, le marteau, parce qu'il se fait quand même casser la gueule. Les méchants cabotines, c'est affreux. C'est Die Hard plus Maman j'ai raté l'avion dans un seul film, même à l'écrit, et c'est... méta, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils font une parodie de Die Hard, puisqu'il y a beaucoup de références à Die Hard et à Home Alone, mais ça va pas assez loin pour que ça ait un propos, en fait. C'est du pillage assumé, et du coup, ça n'empêche pas que c'est du pillage, quoi. Donc voilà. Je trouve qu'il y a la pire mort de méchant ever à la fin, et il y a le pire Deus Ex Machina ever que j'ai vu, je crois, cette année dans le film à la fin. Voilà, on fera une partie spoiler peut-être ? Non. Ça marche, on va le dire tout de suite. Spoiler, c'est pas bien. Voilà, c'était nul, Marjorie. T'y es pour rien parce que... Tu me l'as dit droit dans les yeux, j'ai compris. C'était écrit sur l'affiche que c'était nul, mais il fallait un film de Noël un peu con, et moi je me suis fait avoir avec le mien, t'es fait avec le tien, personne ne peut s'en vouloir. On s'est tous fait avoir là autour de cette table. Mais voilà, du coup, comme j'en avais rien à foutre, je me suis renseigné sur David Harbour, et c'est le mari de Lily Allen, je savais pas. Oh. Vous non plus. Voilà, ah oui. Ça on aura appris un truc pour ce film. On est ravis d'être devenu un podcast people. Merci Mathieu. Seb, c'est à toi. Ouais, donc tu l'as dit. Enfin, toi, t'avais dit avant Marjorie que c'était une parodie de la vie du Père Noël. Pour moi, c'est clairement une parodie Die Hard bien assumée parce que c'est Die Hard. Et Die Hard, c'est déjà un film de Noël. Ce qui est quand même chelou de faire une parodie de Noël. Meilleur film de Noël. Donc voilà. Je vais pas maintenir le suspense très longtemps. Le film est mauvais et c'est encore une fois un mot que j'utilisais beaucoup ce podcast, mais je trouve qu'il représente très très bien. Il est balèque. Encore une fois, on s'en fout, quoi. Tu pourras retirer le balèque que t'as dans le cul, s'il te plaît ? Oh, elle est bien. Oh, elle est bien. Elle est bien. C'est France Inter ou quoi ? Ah, il est vif sur ses blagues, le bouguin. Ah, mais quelle écriture. Ah, waouh. Donc, on est clairement face à un film sans grande ambition, qui va jouer sur une fête commerciale, un humour facile et un acteur un peu en vogue, parce qu'on l'a vu dans Stranger Things. Donc, c'est tout. Au niveau de la réal, comme tous les films d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Mais non, à part ça, c'est toujours dur à un peu conceptualiser ce qu'on parle de réel, mais dès qu'on filme juste ce qui se passe et qu'on est passif, il n'y a pas de réel, quoi. On filme ce qui se passe, on met la caméra là, on met la caméra là, on met la caméra là, mais il n'y a rien en plus. Et normalement, les films, il y a quand même... C'est la magie du cinéma, c'est nous dire plus que ce que nous dit l'histoire. Mais là, franchement, vous pourriez écouter un podcast de ce film pour comprendre ce qui se passe. Il y a une tentative de plan-séquence avec les employés de la cérémonie au début qui suit les serveurs. Je crois que c'est le plan-séquence le plus galvaudé que j'ai jamais vu. Enfin, c'est le plan-séquence que tout le monde fait. Je l'ai vu dans des séries, dans des films, de suivre un serveur, puis un autre serveur, puis un autre, pour montrer qu'il y a beaucoup de serveurs. Oui. Non, c'est mauvais. Le film, il est méga linéaire. On sait très bien ce qui va se passer, vu que ça pompe absolument tout le concept de Die Hard et que... Normalement, je sais pas, on a tous vu Die Hard, normalement ? Malheureusement pas. Non. Bien, mais il faut absolument... Ah, on est deux. T'as pas vu Die Hard, non ? Non, j'ai pas vu Die Hard. Vous rattraperez ça, s'il vous plaît. Mais j'ai vu Brooklyn Nine-Nine, donc je connais quasiment tout Die Hard. Mais t'as pas vu Dur à tuer ? T'as pas vu Dur à tuer ? Où je connais Dur à tuer. Non, j'ai vu Die Hard 5. Et c'était une catastrophe. Ah ouais, mais, non, si mais tu prends... regarde les bons Die Hard. J'ai vu Fast and Furious 8, c'était vraiment nul à chier. Bah là, pour le coup, il y avait un indice depuis le 1, mais oui, c'est vrai. Die Hard, les 3 premiers sont très bien. Oui, alors Die Hard 1, c'est une dinguerie. Ah, je sais, mais faut que je rattrape du coup, ça. bah, ça pompe tout Die Hard et puis ça fait pas vraiment de modifications notables, donc on sait où ça va. Donc le film ne cible absolument pas les enfants, on est d'accord, c'est quand même un film... Bon, Mathieu trouve que c'est du gore pour les parents, moi je trouve qu'il y a des moments qui sont assez gore, notamment le moment du clou, des trucs comme ça. Donc les enfants, n'allez pas voir ce film. Alors je me demande pourquoi on nous met des scènes cucu entre la fille et ses parents, parce que c'est des scènes
tellement cringe, le truc de ah mais j'aimerais qu'ils se remettent ensemble et tout ça. C'est des trucs Disney, Chanel qui sont qui marchent sur des enfants très jeunes. Mais pour toute personne qui a plus que 11 ans, c'est le cringe absolu. Et juste le fait d'avoir cette fille qui souhaite que pour Noël, ses parents se remettent ensemble avec les parents qui écoutent derrière la porte, qui sont en mode elle est quand même incroyable, notre fille Trudy. Moi, j'avais une chair de poule à ce moment-là. Déjà, quand tu l'appelles Trudy, c'est que t'as pas beaucoup d'amour pour ton enfant. Ah non, elle s'appelle Gertrude. Oui, c'est le nom de la dame. Comme la grand-mère. Et l'autre, il s'appelle Bertrude. Ça, c'est très drôle. Bertrude, par contre, c'est une bonne blague. Bertrude, c'est marrant. Bon, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire ça au second degré, mais je sais pas ce qu'ils foirent dans leur second degré avec cette fille. Peut-être le jeu d'acteur catastrophique, parce que même, je sais pas quel âge elle a l'enfant, mais même à son âge, c'est interdit de jouer aussi mal. C'est toujours extrêmement bizarre ces scènes. Non mais les enfants, moi je les garderais des fois un peu à l'écart des trucs du jeu d'acteur. Ils sont un peu en début, ils apprennent. Oui, mais là, s'ils sont mal dirigés, ils font pas très, des trucs très bien. Il y a la décennie des années 80 où tous les enfants jouent bien. Hein. Ouais, oui, alors, c'est vrai. Oui, mais il l'utilise beaucoup trop, tu vois. Genre, elle fait foirer des scènes parce que si le truc c'était de jouer justement sur ces films de Noël en mode oh, pour Noël, j'espère que mes parents se remettent en... Ça peut être drôle, tu vois, si on joue dessus, mais là, non, ils refont juste en fait ce qu'ils ont vu sur des téléfilms un peu nuls. Par contre, il y a certaines blagues du film qui font quand même mouche. Moi, le fait que le Père Noël ce soit un ancien viking et qu'il y a une vidéo, il y a un, genre dès qu'il se déshabille, il a des tatouages sur tout le corps, ça me fait assez marrer. C'est pas une blague, ça? Enfin, vraie question, c'est pas censé être drôle, ça, comme ça? Bah si. C'est un peu random que le Père Noël, il enlève sa petite tunique rouge. Techniquement, il vient de Laponie, il est vieux, c'était les Vikings à l'époque en Laponie. Oui, mais c'est vraiment pas une blague, ça, dans le film, si? Oui, mais comme c'est tourné, c'est un peu une blague. Le gars, il enlève, il a ses baraques, il a des tatouages partout. C'est pas vraiment ce que tu te fais de moi, je crois que c'est Père vraiment Noël. tourné au premier degré, alors, je pense. Je pense que c'est tourné premier degré, mais l'idée est drôle. Non, je pense pas que ce soit tourné premier degré. Vraiment, le Père Noël, dans l'imaginaire, c'est le gentil Papa Noël. De voir un guerrier tatoué dès qu'il enlève son truc, moi, ça me fait rire, personnellement. Et je crois que c'est du second degré. Ouais, je pense. Aussi, au niveau des chorégraphies, alors j'ai aucune expertise sur les chorégraphies de combat, mais... C'est illisible. Ah, tu trouves? Moi, je trouve que comparé justement à Fatman ou d'autres films que j'ai vus, ça se suit. C'est jamais très très bon, ok, on n'est pas sur du John Wick, hein, mais ça va. Et je trouve que les idées de mort de certains des personnages, elles sont plutôt ingénieuses et plutôt fun. Moi, je trouve que le gars qui se prend la lampe dans l'œil et qui se fait électrocuter après, alors oui, ok, ça n'a aucun sens physique ou électrique. Par contre, c'est plutôt jouissif et c'est plutôt marrant. Et la réaction du Père Noël derrière en mode regarde pas, il regarde et il commence à se marrer. Moi, c'est un truc, je trouve, assez engageant. Moi, ce qui me dérange principalement dans le film, c'est la gestion de l'absurde et de l'humour en général, parce que je trouve qu'il y a des scènes qui ont du potentiel. Et tu en as parlé avant, la parodie de Home Alone, ça peut être drôle parce que c'est absurde, parce que c'est gore, il y a un gars qui est en train de se faire défoncer en bas de l'échelle. C'est un peu drôle dans le concept même, mais c'est tellement mal joué et tellement mal exécuté mais que la scène elle devient chiante à un moment. Genre dès qu'elle envoie le troisième truc, elle devient chiante. Surtout pour que... Qui est ce gosse qui envoie des trucs sur une meuf armée et qui juste à la fin panique un peu parce qu'elle lui balance c'est quoi, une balle gonflable, le premier truc qu'elle lui balance dessus? Genre tu sais avec son espèce de catapulte là. Ouais, il lui balance un petit ballon en plastique gonflé de merde et genre une balle de tennis quoi. Mais mec, elle a fait des trucs de malade depuis le début, elle est en train de tout poser et elle lui balance un ballon. Enfin voilà. Donc pour moi, dans ce film, c'est pas les idées qui pêchent, mais c'est vraiment plutôt l'exécution. Parce que au final, ça va pour moi. Le film, il se laisse regarder. J'ai pas eu ce truc de c'est un calvaire, je peux pas continuer. Je le conseille vraiment pas, mais je trouve que pour plein de trucs, pour plein d'idées qui auraient pu être un peu drôles, ça aurait jamais été un grand film à mon avis, mais genre qui aurait pu être beaucoup plus divertissant que ça, parce que justement, on en a parlé avant du personnage de Bertrude, là, le fils de la sœur du père, enfin bref. Ouais, voilà, un des personnages. Il y a un gosse insupportable dans cette famille. Une comme parodie toute la famille TikToker écrit avec le FIAC. Avec des pieds d'enfants morts, comme avec on dit. des pieds d'enfants morts. Donc... Et clairement pas des petits pieds du bonheur. Avec des petits pieds du bonheur. Mais il pourrait être... Enfin, le personnage, il est écrit de manière absolument affreuse. C'est vraiment le cliché du TikToker qu'on nous balance partout maintenant. Par contre, il y a certaines blagues qui marchent, notamment le fait que la grand-mère s'appelle Gertrude, que la fille a eu un seul enfant, elle décide d'appeler son enfant Bertrude. Parce que ça me fait rire. Ouais.
Ça me fait rire. Mais le reste, bah voilà. Quoi, Mais c'est un peu le mot d'ordre de l'émission, en fait. C'est des bonnes idées sur le papier qui sont mal exécutées pour à peu près tous les films. Là, tu m'auras pas sur Fatman. Tu vas pas me faire sortir un seul truc de bon sur Fatman. Okay. Non, mais je demande pas ton avis spécialement, je te donne le mien. C'est que... J'ai cru remarquer. C'est que je suis d'accord avec toi, effectivement, peut-être un peu dur. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais ce qui marche pas avec le coup du Viking, par exemple, c'est le fait que tu as l'impression qu'il fait pas exprès de tuer des gens. Tout le début, il est un peu goofy, un peu oula, mon dieu, putain, il brûle, oula là là. Puis en fait, après, c'est un putain de gars Viking. Dès qu'il a un marteau, il défonce tout le monde. Ouais. Donc ça tient pas la route. Soit il est goofy tout le long, soit c'est un badass tout le long. Ah, puis j'ai un dernier truc à dire aussi, mais ça s'applique à plein de films de Noël. Ce n'est pas possible que si le Père Noël existe vraiment, les gens ne croient pas au Père Noël. Ça défie tout propos. Parce que les parents qui ne croient pas au Père Noël alors que le gosse reçoit des cadeaux du Père Noël, je me suis dit la même chose. Je pense qu'il vient d'où le cadeau. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'il y en a quand même beaucoup sous le sapin à un moment donné. Et moi, dès qu'il dit en mode genre oui, le Père Noël c'est inventé, ça ne marche pas. À partir du moment où le Père Noël va existe, donc faire un tour sur ce vélo que je ne t'ai pas offert. c'est ça. Ils pensent qu'ils viennent d'où les cadeaux, genre. Je sais pas. Ça c'est une incohérence qui fonctionne pas. D'ailleurs, les cadeaux viennent d'Amazon. Hein. Ah, Mathieu est critique. Hein. Non, il y a vraiment un plan avec des cartons d'Amazon. Oui, le sourire est à l'envers parce qu'on est un peu, on est revendicateur ici. On critique la société. Bon, j'ai compris vos avis et je suis un petit peu dans le même mood, même si je vais quand même commencer par 2-3 trucs positifs. Moi, j'aimais bien le cynisme du Père Noël au début et tout ce second degré qui, je trouve, désamorce bien l'émerveillement de Noël. Le point vomi que tu as souligné a fonctionné chez moi. Un peu tôt peut-être, effectivement, c'est à peine à 5 minutes de film, générique compris. Mais bon, je trouvais ça drôle, voilà, que de manière générale, ce Père Noël est un anti-Père Noël qui se sert dans le stock des familles qui visitent au lieu de boire le lait qu'on lui a préparé. Et ça fonctionne un peu bien, je trouve, au début. Ensuite, j'ai noté photographie très belle, donc je vais me faire chier pour remarquer ce genre de détails, donc on va passer à autre chose. Et il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont fait un peu rire, moi aussi. Typiquement, un détail, c'est toujours nul d'expliquer un truc qui nous a fait rire, parce que ça va être de la merde. Mais en gros, j'aimais bien l'idée qu'il se fasse un pansement avec du papier cadeau. Voilà. Ah oui, ok. Je vous ai dit que je sentais que ça allait flopper. Mais voilà, c'est des trucs qui m'ont fait un peu rire. On a vu plus drôle. On a vu plus drôle. Certaines sorties de la grand-mère aussi que je trouve assez piquantes, certaines phrases qui fonctionnent bien, quelques dialogues un peu ping-pong dans la famille qui se déteste fonctionnent aussi. Donc, tu l'as très bien dit, Seb, il y a quelques blagues qui font mouche. Pour le reste, c'est un scénario bourré d'incohérences. Hein. On a dit déjà, on en a pointé du doigt pas mal déjà. Je trouve ça pas crédible, par exemple, qu'il puisse pas rappeler ses reines. Je comprends pas, tout d'un coup, il a plus de reine. Tu dis, il a quand même des pouvoirs magiques, pour eux, tout d'un coup, il est laissé là dans une maison. Après, parce qu'il y a besoin qu'il soit coincé dans la maison. Et du coup, il y a une blague un peu drôle sur ça, c'est que lui, il comprend pas comment se passe la magie de Noël. Genre, il l'utilise, mais il capte pas ce qui se passe. Alors, ça permet de rebondir sur ce que j'allais dire. Je trouve ça une très mauvaise idée de justifier les faiblesses du scénario par un personnage à l'intérieur. Alors, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs fois le Père Noël qui dit c'est la magie de Noël, faut pas essayer de comprendre. Alors que ça fait genre 1000 ans qu'il fait ça, le gars. Ça n'a pas de sens. C'est le ta gueule, c'est vrai. Ouais. Ah, moi, j'ai noté ta gueule, c'est Noël. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, quand un personnage généralement dit qu'il comprend pas très bien ce qui se passe, mais qu'il faut pas comprendre, c'est que le scénario n'est pas très bien écrit. Voilà. Sinon, je trouve le jeu d'acteur, alors même pas à la rue, parce que là, on est dans les égouts carrément. Hein. Je sauve quand même David Harbour et je trouvais, alors il s'appelle John Leguizamo, celui qui joue le tueur, enfin Scrooge. Le chef, Scrooge, on va l'appeler Scrooge, le Grinch, qui sont pas encore, enfin qui m'ont fait marrer à quelques reprises. Tout le reste est dans la caricature et c'est vraiment dommage. Il y a un personnage à un moment donné, donc un acteur qui joue tellement mal que, évidemment, il avoue quelque chose, mais il joue tellement mal que je pensais qu'il était en train de mentir. Et en fait, non, il était totalement en train de... Oui, ouais. C'est vrai. Et là, genre, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est moi, ouais. Et ça faisait mensonge jusqu'à ce que la scène d'après, non, il disait la vérité, c'est totalement lui. Donc vraiment, pour dire à quel point le jeu d'acteur est abyssal. Il y a un réalisateur aussi, il a tellement mal filmé que t'as l'impression que son film c'était un mensonge. Ouais, c'est moi qui ai filmé ça. Ouais, ça s'appellera Violent Night. T'as l'impression que ce soit un mensonge. Donc ouais, non, conclusion, un film très lisse au final. Et presque trop sage, trop Noël, alors qu'il y a quand même pas mal de moments très gore. Et typiquement, il y a toute cette scène dans le grenier avec la petite fille qui fait plein de petits pièges. Et je trouve ça fait blague très familiale tout d'un coup. Tout d'un coup, il y a un ton très... Home Alone. Home Alone, voilà exactement. Et tu te dis pourquoi tout d'un coup avoir mis un truc aussi familial, aussi rassembleur et genre pas du tout PG-13 au milieu de plein de violences. Et donc, à quel public s'adresse ce film ? Ça, je n'ai pas trouvé la réponse. À des adultes qui pensent s'adresser à des jeunes.
Oh, deep. Ouais, potentiellement, t'as peut-être raison. Par contre, il y a un truc quand même qu'ils ont très bien réussi, et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à la fin, t'as remarqué ce que c'était les armes avec lesquelles ils se battent entre Scrooge et puis le Père Noël, parce que Scrooge, il se bat avec une faucille. Et tu sais, genre. Ah, puis l'autre, il a un marteau. Ouais. C'est le communisme. Et ouais, c'est le communisme. Oh, et ça, putain. c'est un peu drôle quand même, parce que genre les Ouais, mais il y a pas de ennemis propos de fond. Oui, non, mais c'est pas. Ça reprend genre Die Hard et tout, avec Hans Gruber et. Enfin, la base, après la guerre froide, je vais pas refaire un cours d'histoire, mais après la guerre froide, les méchants dans ce genre de film, c'est les communistes, tu vois. Et du coup, genre, le fait qu'ils se battent avec un marteau et une faucille, moi, ça me faisait marrer. J'étais là, putain, les techniques quand même, tu vois. Genre, Et c'est vraiment une faucille, c'est pas un piqué à glace d'alpiniste. Non, il est vraiment arrondi comme ça, je crois vraiment que c'est une Ah faucille. ouais, Mais ok. j'ai eu du mal à voir. Puis d'un moment, Vu le film, ils auraient fait un plan très iconique pour qu'on comprenne tous. Bah ouais, Donc, je suis exactement. surpris Ouais, qu'ils ok, aient là, réussi on est même ça. pas- D'abord, ils d'accord. croisent les deux armes comme ça sur un fond rouge avec Staline en fond. Donc c'était voilà, Bien sûr. une iconographie qu'on comprend. Les camarades au fond. Ouais, c'est mon film, notre film. Il y a l'hymne de russe qui bat. Non mais alors, John Leguizamo n'est pas un mauvais acteur, c'est un bon second rôle, mais faut pas le découvrir là-dedans. David Harbour est mauvais. Et regarde Ouais, d'ailleurs, c'est ça pas va, faux. en C'est vrai. terrible. Genre, c'est pas un bon acteur, David Harbour. J'ai jamais vu un truc bien. Bah, mec, Stranger Things, quoi. Bah genre, ouais, Stranger Things de enfin, fou. c'est le seul truc que j'ai vu, mais il est pas ultra bon. Black, on va pas Black dire qu'il est Widow, ça mauvais. fait mal. Hein. Black Widow, c'est le Ah même. oui, bah Black Widow, il a un accent ultra russe. mauvais. Ouais. Il a un Alors, accent russe dans Black Widow, c'est trop il beau. est très mauvais. Non, mais je trouve qu'il est pas extrêmement mauvais dans ce film. C'est pas lui que je mettrais sur la. Non, mais il est un peu hype, il est gros et barbu, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Ça Ouais. fait pitié de se dire que c'est ça leur casting. Mais il est pas très fort, mais il est pas nul à chier. En tout cas, dans le film, c'est loin pas le pire pour moi. Vous l'aurez compris, regardez Die Hard. Oui, bah alors, regardez Die Hard. Maman, j'ai raté l'avion, qui est pour le coup un vrai film de Noël qui met normalement tout le monde d'accord. J'ai pas demandé l'avis à Léo. Qu'est-ce que t'en as pensé alors de Violent Night? Oui. Merci Léo. À l'image, en vrai, à l'image justement de la mort du méchant. Tellement Osef. tout ça pour rien, quoi. Ouais, putain, c'est tellement Mais nul à j'ai chier, envie de genre. dire, on ferait pas une partie spoiler. Non, on va pas faire une partie spoiler pour ça, mais on va clairement parler de cette mort du On méchant. peut Ça, parler c'est de la clair. mort du méchant, ouais, tout à fait. Mort du méchant, Seb, un commentaire? Vous parlez bien de la mort où il se touche le nez. Ouais, On va ouais. contextualiser, c'est que le se Père frotte le nez, Noël là. peut rentrer et sortir des cheminées en se touchant le nez puis en soufflant. Il peut se téléporter, ouais. Un peu comme s'il sniffait, en fait, bêtement. Sauf que ça marche tant qu'il y a quelqu'un qui croit en lui, parce que ses pouvoirs sont basés sur la croyance, c'est ce qu'on comprend. Et donc, quand il y a la gamine qui croit en lui, c'est bon. Quand elle ne croit plus en lui, c'est au moment du premier combat, et c'est pour ça qu'il peut pas s'échapper, qu'il a plus de pouvoir. Ça revient, comme par magie de Noël, à la fin, au moment où il en a besoin, et le méchant est accroché à lui, et quand il passe dans la cheminée, bah, lui passe, et le méchant se fait mixeriser, j'ai pas de meilleur terme, par la cheminée, ouais. et sort une espèce de catapulte de sang et de tripes. C'est de la grosse merde. Mais surtout Puis il y a que- un corps sans tête, il manque un bras. Enfin, Ouais, qu'est-ce ouais. que. Puis comme c'est filmé, qu'est-ce que- et comme c'est filmé de nuit, en plus on voit rien. Ouais, il a que le tronc, je crois, j'ai pas capté. L'homme-tronc pour la bûche de Noël. Et bon, On il est a- bon. On a fermé la boucle. Non, tu veux dire quoi, Léo? Que quand tu vois la cheminée, c'est téléphoné de ouf. Tu t'attends totalement à ce que ce soit ça à la fin. Et ça, quand j'ai vu. Il y a une Ah cheminée au milieu de bon rien. Ouais, il y a une Je cheminée m'en au prenais milieu de. tellement trop pour me dire, oh, il y a une cheminée. Non, mais moi, je m'en foutais de ouf et j'étais juste genre, pourquoi il nous montre ça? Ah, c'est une cheminée. Ah, il va mourir comme ça. 2 minutes après. Oh, Eh, il mais est t'es mort comme ça. perspicace. Faudrait que tu nous commandes plus de films dans cette Faudrait que je émission. regarde plus de Faudrait que tu films. vois c'est- plus de c'est films, genre ça. Il y a trop aussi une gestion bizarre de la violence parce que des fois ils sont ultra pudiques, comme on a dit avec la scène du casse-noisette là. Au début du film, toutes les scènes de violence elles sont dans le noir, du coup on voit quasiment rien. Je me suis dit, ah, ils vont cacher un peu. Puis après, t'as la scène Home Alone, genre, non, rien à foutre. Même mais la après, prise il de marteau, recache. c'est assez vénère. Hein. Oui, mais c'est aussi dans l'obscurité, la scène Toute la justement, fin où est ils dans la défoncent. nuit, donc on voit rien. Ouais, Du non, coup, mais en vrai, dans la tous les scène cas, tu vois Home pas Alone, grand-chose. c'est vraiment genre dans le jour, quoi. Moi, Oui, c'est après, moi, vrai. j'ai vraiment un délire avec les trucs qui percent la peau, quoi. Genre, donc, le Ouais, gars ouais, pareil. qui se prend un clou à travers. Les marionnettistes. Ah ouais. Ok, Mathieu, on te la laisse. Elle est bien, on la garde, ok. Putain, je l'ai compris à retardement. Mais, C'est vrai que t'as pas les oreilles percées ou bien? ouais, non, mais arrêtez, ok. J'ai mes phobies, ok, je travaille dessus. Non, mais je trouve que du coup, c'était trop bizarre, j'arrivais pas à comprendre. J'avais l'impression qu'il y avait plusieurs réalisateurs qui avaient fait, qui étaient en mode genre, non, alors on va faire un film pour les jeunes ados. Après, non, on va faire un film méga gore. Non, en fait, tranquille. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des effusions de sang à un moment. Puis des fois, c'est ultra Je pense que pudique. c'est un film de commande et qu'il a réussi à mettre un peu de gore qu'il a hérité de Dead Snow quand il était en Indé, mais que maintenant il a beaucoup de budget Hollywood, un studio et David Harbour, et on lui dit ça va rester familial. Donc sympa, mais dans le noir, pas trop, hors champ si tu peux. Ouais, mais puis on pourquoi- fait une blague vomi, comme ça t'es un peu. Mais un pourquoi peu c'est scène méga subversif. gore des moments, quoi. Parce que je pense qu'il a réussi à avoir le contrôle sur 2-3 trucs, et le reste c'est du charcutage de producteur, je pense, pour que ça marche.
Oui, ça fait un film comme ça. C'est dommage parce qu'il réalise quand même des trucs qui sont beaucoup plus radicaux avant, genre Death Note 2, le retour des zombies nazis. Je pense qu'en Blu-ray, il y a une version uncut, tu vois. Je suis persuadé qu'il y a une version non censurée avec 2 minutes de gore dedans. Vous voulez pas voter sur Insta pour voir la Director's Cut de Violent Night de Tommy Wirkola? C'est mort. Zack Snyder peut aller se recoucher. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film, ma foi, qui a le mérite d'exister, comme j'aime bien dire? À part que c'est con, quoi. Genre, non. Écoutez, peut-être si vous avez envie de voir David Harbour dans autre chose que dans Stranger Fiction, non, Stranger Things, eh bien, Strange Days. Oh. Eh bien, regardez ce film. Mais maintenant, si on fait un petit bilan sur cette émission de manière générale, il y a quand même peu de films qu'on recommande sur les 3 qu'on a regardés. Alors, mais moi, je vous dis que je pense que Violent Night, c'est peut-être celui qui m'a fait le plus plaisir. Ok. Ah ouais. Yes. Ah, mais on joue vraiment très bas. Hein. Mais là, ça se joue à de la 7e ligue je crois que je suis de ton camp. régionale. Mais je trouve que Fatman, Night Before et ça se tape avec Violent Night. Mais c'était vraiment, je pense, les pires films qu'on a réussi à proposer de toute la saison. Mais est-ce que vous avez un film de Noël alors que vous aimez vraiment regarder premier degré que vous recommanderiez? Die Hard. Die Hard? Léo, t'as quelque chose? J'en ai pas du tout, non, j'avoue. Mais peut-être Die Hard, du coup. Ouais, Die Hard. Une fois que je l'aurais vu. C'est une dinguerie. Ouais, bah, c'est bien que je passe en 3e. Moi, j'avais pas d'idée non plus, mais il reste que Die Hard, effectivement, comme idée. Bon, non, mais à part ça, Home Alone, c'est très Bon, bah, cool. écoutez. Home Alone, bien sûr. Ouais. Home Alone, c'est Ça, vraiment Home Home Alone, Alone, moi, c'est je l'ai cool. pas vu enfant et je l'ai vu après, tu vois, genre à 15 ans, et j'étais un peu moins Ça, touché c'est par le cool. truc. Il y a Trump dans le film, regardez pas Home C'est Alone. vrai, il y a Trump qui donne les Il y codes a nucléaires. l'épisode de Noël des Gardiens de la Galaxie avec Kevin Bacon. Ah, c'est horrible ça. Ah, c'est un des pires trucs que Marvel a fait, et Marvel est vraiment pas sur une pente ascendante actuellement. C'est Ouais. horrible. Ah, regardez pas ça. Ça, j'ai pas vu. C'est c'est pas très bon. ignoble. Ah merde, ok. Pas très bon. Ok. Ah, Mais, c'est. Ouah, c'est- tu m'as rappelé ça. J'avais oublié ce truc. Mais après, c'est vrai que moi, genre Love Actually ou des. Ah, j'ai pensé à ça. Mais je suis pas très film de Noël à la base parce que. Enfin, Après, moi, il y a- moi, regardez Sicile Impératrice quand j'étais petit. C'était. Mais ça explique tellement de choses, mec. Et une ambiance de famille. C'est pour ça que t'as voulu contrebalancer avec Night Before après. non, mais en vrai, Love Actually, c'est. Parce qu'après, il y a les films qui ont l'intrigue qui tourne autour de Noël, et puis t'as des films qu'on regarde à Noël, qu'on aime bien regarder à Noël, sans que ce soit forcément dans cette thématique. Genre. Genre, bon, pour moi, j'aime bien regarder La La Land, mon petit La La Land en décembre. C'est un truc que j'aime bien. Ok, ouais. bizarre. Fait partie des films un peu Si que c'est j'aime bien. thématique Noël, effectivement, pas Ça, La La Land. effectivement. J'en ai un qui m'est revenu, c'est le Pôle Express. Mec, Ah oui. On me l'a montré Ah, j'ai jamais vu. chaque Bah, quand année. j'étais J'ai jamais vu, mais je crois que c'est méga cringe maintenant. Je pense que Je suis sûr et je certain pense que c'est ça dans la m'a Uncanny vieilli. Valley Ah, mais- maintenant où les Non, mais à l'effet est l'école, on horrible. nous le montrait chaque année en décembre. Ils À s'en Fribourg, foutaient hein. de Vous quel avez âge on jamais vu avait. un train. Oh Mathieu, oh Regardez Mathieu. les enfants, c'est des effets spéciaux, hein, C'est rassurez-vous. pas hein. parce que c'est Noël que ça va bien se passer, ok? Non, mais on l'a regardé chaque année. Je l'ai vu littéralement, 8 ans. Ouais, 8 ans d'affilée. 8 ans d'affilée, ok. Moi, Ouais. je l'ai vu genre 1 ou 2 fois quand j'étais petit et j'ai un bon souvenir. Je mais bon, ne parce que j'aime bien les trains. C'est un film d'horreur, hein, en termes de 3D, si jamais. Ah ouais, Mais c'est bien parce Comme que Beowulf, ça le montre suivant, que ça Tom m'a Hanks joue mal que quand il est pas en live action, mais juste en 3D, quoi. C'est lui qui sert de... Vous savez? Oui, il fait le C'est vrai. conducteur. Ouais. Exactement, il sert de modèle. Ouais, redis le titre, ça s'appelle? Pôle Express. Le Pôle Express, peut-être Je crois que c'est éventuellement. ça. Un film aussi qu'on vous recommande, Du coup, pour visiblement fêter pas. Noël. Ou visiblement pas. C'est la fin de cet épisode, et c'est également la fin de la saison 1 de Random Movies, déjà. Déjà. Ça a passé vite, mais il y en aura plein d'autres, rassurez-vous. Pour faire un petit bilan un petit peu de tout ce qu'on a enregistré jusque-là, quel a été le film que vous avez préféré cette saison? Seb, par exemple, c'est quoi ton film préféré qu'on a abordé dans cette émission? Alors moi, j'hésite entre J'ai rencontré le diable et Shiva Baby. C'est 2 J'étais films qui sûre. m'ont vraiment pris. Mais ouais. Parfait. Et Mathieu, alors? Moi, j'hésite entre J'ai rencontré le diable et Anabi. Oh, Ah. Dans le lot, il y a un film que j'ai proposé. Ça, je pensais pas. Truc de fou. Oui. Eh ben moi, j'avoue que j'ai quand même un petit coup de cœur pour Victoria. Je sais que Mathieu, tu n'es pas de mon côté. Mais aussi, J'ai rencontré le diable, peut-être finalement un film qui nous met vraiment les 3 d'accord pour le coup. Gros coup de cœur. Et puis alors, selon vous, quelle a été la plus grosse purgeasse qu'on a regardée pour cette émission? Alors, c'est peut-être parce que le souvenir est frais. Mais Mais Fatman, il va reprendre une douille. non, alors, ouais, je pense que le souvenir est frais, mais Fatman, c'était dur. Après, il y aurait les obvious, il y aurait les Cool World. Mais je crois que Cool World, c'était quand même fun à regarder à quel point c'était nul, quoi. Genre, au niveau formel, c'était éclaté. Mais c'est vrai que, genre, Avalon aussi. Ah Mais ouais, je l'ai oublié. c'est des moments, genre, c'est plutôt sur le moment que je passe devant le. Où, genre, Fatman, c'est nul parce que c'est blend, mais Avalon, c'était compliqué, donc ça me demandait de la concentration pour qu'à la fin, je me rende compte. J'ai pas compris, mais j'ai gâché
1 heure. Peut-être t'as pas compris Fatman non plus. Ouais, je pense qu'il y a un message caché, ouais. Non, alors, moi, je choisirais entre Fatman et Avalon, mais vu que le souvenir est plus frais et que j'aime bien le taper parce que, voilà, il a une tête à se faire taper, Fatman. Et Mathieu, alors? Bah, si la question c'est quel est le film objectivement le plus mauvais qu'on ait eu, je pense que c'est Cool World. Oui, je pense. Et le film où j'ai vraiment eu du mal à regarder et machin, c'est Spring Breaker, moi, je pense. Que j'ai vraiment trouvé compliqué à aborder sous tous les angles. Et ça fait chier parce que je lis actuellement un gros pavé de critiques de cinéma, de plusieurs papiers qui ont été réunis, qui étaient écrits par Jean-Baptiste Auré, qui est un immense critique et maintenant réalisateur de cinéma, qui est génial. Lisez Jean-Baptiste Auré, qui a 4 pages où il explique pourquoi Spring Breaker, c'est très bien. Et je lisais ça, je comprends les arguments, mais je me refuse. Et c'est tellement devenu la culture du vide avec MTV et tout ça, qu'il a fait un film vide, et il dit c'est un film qui va être considéré comme en avance dans 10 ans, mais qu'aujourd'hui on trouve imbuvable. Je suis pas très sûr de ça. On est 10 ans plus tard, et c'est toujours de la merde. C'est pratique pour pas écrire un scénario, ça. Ouais, donc moi je pense que c'est Spring Breaker le pire, puis Cool World en termes de mauvais films. Après, en termes de déception, il y en a beaucoup, mais voilà, ça va être ceux-là. Moi, j'avoue que Cool World arrive à mon top 1 quand même. Hein. C'est un des films qui a été douloureux à regarder, où j'ai eu de la peine à arriver jusqu'au bout. Et peut-être qu'effectivement, Avalon, et oui, je dois bien dire un film aussi que j'ai proposé, qui a été aussi particulièrement technique. Mais de toute façon, c'était un plaisir de découvrir ces films, qu'ils soient bons ou mauvais. De toute façon, c'est aussi un peu dans le principe de discuter de films qui sont divers et variés, pas toujours réussis, mais c'est ça qui est intéressant. Un petit mot de la fin peut-être, Léo, toujours pas trop chaud? Non, alors pas trop chaud pour le coup, j'ai vraiment froid. Et vu que tu m'as pas demandé, du coup, j'aimerais quand même donner un peu la palme du film qui m'a le plus donné envie. Ah, bah t'as raison, vas-y. Et ça va te faire plaisir, Seb, parce que c'est Shiva Baby. Yes, sir. J'avoue que vraiment ça m'a donné trop envie et du coup, faut vraiment que je le vois ce film. Genre, c'est vraiment celui qui m'a le plus boosté. Bon, après, c'est aussi parce que le souvenir est très frais de nouveau, vu qu'on l'a tourné il y a. Non, finalement, il y a longtemps, puisqu'on est en décembre. Oui, bien oui, attends. Bien sûr. On est Noël. Il sort le même jour. Il sort le même jour. Il fait froid. Regarde des guirlandes. Oh là là. Et le pire film, enfin celui qui t'a le moins donné envie? En vrai, je sais que c'est pas Cool World parce que depuis le joueur du grenier, tu t'intéresses comme un peu à ce film. Ouais, franchement, c'est vrai que ça ne peut pas être Cool World. Je sais pas. Avalon, en vrai, ça m'a donné un peu envie vu qu'il y a tout ce délire un peu jeux vidéo et ça. J'aimerais bien quand même voir ce qu'ils en ont fait. Rien. J'avoue que oui, bah alors rien, mais c'est quand même intéressant, je pense, dans une certaine mesure de le voir. J'avoue que ça, je sais pas pour le coup. Il y en a eu trop. Plus ou moins tout a donné envie du coup, parce que nos critiques sont incroyables. Bien entendu, évidemment. On retiendra qu'il a pas noté Nicolas Bedos, c'est dans la boîte. C'est vrai, putain. Je pensais que c'est ça qui sortirait. Je disais par principe, je vais refaire ce film-là. J'ai pas pensé, mais du coup, bah merci. Tu me l'offres comme ça. Monsieur, Madame Adelman, tout à fait. Malgré la bête de BO de ce film. En parlant de BO, j'ai écouté celle de Anabi du coup. Oui, t'as écouté la musique? Et banger, voilà. Banger phénoménal. Alors il faut savoir que Léo et moi on partage une passion qui est d'écouter les musiques de films. Oui. Et voilà, tu m'as rejoint dans ma team de fans de la musique En d'Anabi. fait, Léo a écouté tous les films du podcast. C'est vraiment ça finalement. Léo a écouté les podcasts de chaque film. Bah voilà, c'est la fin de cette saison 1. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt pour plein d'autres films et plein d'autres épisodes. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao. Joyeux Noël.
Bye.